I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that. Je vais lui faire une offre qu'il ne pourra pas refuser. Can she be late for her cinema show? Antoine Douanel, Antoine Douanel, Antoine Douanel, Antoine Douanel, Antoine Douanel, Antoine. Le monde se divise en deux catégories. Ceux qui ont un pistolet chargé et ceux qui creusent. Toi, tu creuses. Parlez-vous, con de mime! Je suis un homme. Ah, personne n'est parfait. J'aime l'odeur du napalm au petit matin. Vous avez de la pâte? Vous avez du sucre? Alors avec la pâte, vous faites une crêpe puis vous mettez du sucre dessus? La mère suce des queues en enfer. And I am the best film director in the world. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de The Cinema Show. Alors non, je ne suis pas Lucas qui devait initialement présenter ce soir, mais bel et bien Simon. C'est donc avec un plaisir certain que je le remplace au poste de meneur de jeu de l'émission pour revenir ensemble sur l'actualité ciné de la semaine. À mes côtés ce soir, une brillante équipe que j'ai draftée avec passion. Au poste de pivot, c'est bien évidemment l'immense Jonathan que l'on retrouve. Comment tu vas, Jonathan ? Ça va. Bien sur mes appuis. Bien sur tes appuis. Oui. Il va falloir dunker tout le monde, donc oui, j'espère que tu es bien sur tes appuis. Non, moi je suis à distance, je mets des 3 points. Donc c'est pas pivot qu'il faut que tu fasses. Ça montre ma connaissance en basket Ouais, qui est terrible. Qui est terrible. Pour faire la paire dans cette raquette, j'ai sélectionné Oksana et sa malice. Contente de faire partie de l'équipe, Oksana ? Eh ben oui, je viens d'apprendre que j'avais de la malice, je suis plutôt contente. Mais oui, t'es malicieuse. C'est le lutin malicieux qui empêche les autres de marquer, tu sais. Voilà, c'est ça. Au poste d'arrière, on retrouve notre père d'Hugo préféré. Désolé Hugo Bourges au passage. Vous allez bien les Hugo ? Ça va. Mais moi, ça me fait bizarre de te voir là. Ça faisait tellement longtemps. Je sais même pas ce qui se passe. T'es troublé. Ouais, c'est ça. Voilà, ça va bien se passer. Et toi Hugo ? Bah ça va nickel. Très content d'être là en plus. Donc. Bon alors vous avez vu, c'est très chiant d'avoir 2 Hugo. Donc on va faire un truc, sinon ça va être l'enfer. Ah oui. J'ai une liste de noms. Dites-moi un chiffre entre 1 et 10 et ça sera votre prénom pour la soirée. Donc vas-y Hugo. 8. Et toi ? 4. 4, ok. Alors, ça donne... Vous êtes tombé sur les prénoms Oksana et Jonathan. Merde. Bon, bah alors, les vrais Oksana et Jonathan, donnez-moi un chiffre entre 1 et 10, parce qu'il faut vous renommer, là. Non, je rigole. On va se perdre, ça va être n'importe quoi. C'est bon, je vais vous donner vos noms. Alors, toi, le numéro 4, tu m'avais dit. Ouais. Donc, t'es Jackie. Non, tu seras Jackie pour la soirée. Ça me va, voilà. Ça me va quand même. Et 8, tu seras Salvatore pour la soirée. Voilà. Okay. C'était des noms de Salut les copains. C'est bon ça. Tu dois être Salvatore Adamo et toi, Jackie, je sais pas. Mais voilà. Jackie, je sais pas. Je sais pas qui était dans... dans Salut les copains. S'il y a des gens qui ont plus de 60 ans, 70 même, vous pouvez nous le dire dans le chat. Niveau organisation, on retrouve là encore une sacrée équipe avec Coach Yanis assisté par Emma. Solène complète notre team grâce à son expertise en analyse vidéo. Et enfin, je ne peux que saluer le manager général de l'équipe en la personne de Lucas Clio. Un manager pour nous emmener loin à 2 et souvent à 3. Jackie Chaud. Tu l'as, hein ? Toi, tu l'as. Ça va être long ce soir. Vous aurez sans doute compris via cette métaphore que le basket sera à l'honneur de notre programme puisque, en effet, nous évoquerons le rêve américain d'Anthony Marciano. Outre ce long métrage, 2 autres sports seront aussi à l'honneur. Le tennis de table avec Marty Suprême de Josh Safdie et la faculté de marcher super droit sur un podium. Oui, c'est un sport. Avec couture d'Alice Winocourt. Vous avez vu, je vous ai aussi ramené un petit objet aujourd'hui. Tout le monde, alors pour ceux qui sont à la vidéo, tout le monde a une raquette de ping-pong, hein, bien évidemment. C'est trop bien. Ça fait référence à quoi ? Au rêve américain, évidemment. Non. Mais j'ai fait l'affaire en plus. Vous faites toutes les mêmes blagues. Non, c'est référence à Marty Suprême. En régie, oui, vous l'avez aussi en régie. Voilà. On n'est pas sur le plan de la régie, donc on ne vous voit pas. C'est une catastrophe. Qui fait la vidéo aujourd'hui ? Donc tout le monde, en tout cas, tout le monde a sa raquette de ping-pong. Ça sert juste à me prévenir si vous voyez Maxime arriver dans les parages. Vous me faites signe, hein, comme ça très vite, parce que ça voudrait dire qu'il va peut-être faire un happening claqué. Donc c'est juste pour me prévenir que je les ai ramenés. Hein. C'est pas pour taper quelqu'un qui est pas d'accord avec nous. Maxime, quand il rentrera dans le
studio en Maxime fait. quand il rentrera dans le Alors, studio, mais s'il quel rentre dans côté le studio, j'espère qu'il Pourquoi ne je viendra sens que ça pas. va arriver? Mais quel côté Moi, en je fait sais pas. C'est parce que. Ouais. Est-ce qu'il y a un côté de prédilection pour Maxime Ouais. Le rouge de la passion. Ah Bah, ouais. de côté, ça fait le drapeau nazi dans tous les cas. Donc, Oui, donc, qui a gagné ses raquettes? référence à Maxime si vous l'avez la semaine dernière. Sinon, allez ne pas écouter. Également, donc au programme de l'émission, à part frapper Maxime, les news ciné de la semaine, le quiz, les recos de l'équipe et nos pronos pour la cérémonie des Césars qui se tiendra demain soir. Encore un programme qui donne envie, non? Mais oui, franchement, Putain, ouais. plus blasé, tu meurs. C'est parti pour les news de la semaine. Now, Buffalo's #1 news team. Good evening and welcome to Eyewitness News at 6. I'm Susan Ortega. And I'm Evan Baxter, and here's what's making news. Quel honneur pour moi, mes chers confrères, de vous lire les news de cette semaine bien chargées, même trop d'ailleurs pour ma première fois aux news. Tu vas voir Hugo, ça va super bien se passer. Et on commence comme d'habitude avec le mercato de la semaine. Allez, est-ce que vous avez aimé les films Venom? Après une trilogie de films plus que moyens, Venom va revenir sur grand écran. Il a enchaîné la question, Oui. il l'a pas assumé, hein, parce qu'il savait que tout le monde allait dire Mais non. oui, personne n'aime les films Venom que Sony a fait. Mais en tout cas, Venom va revenir sur grand écran, mais cette fois-ci en film d'animation. On ne sait pas encore grand-chose sur le projet, si ce n'est que les réalisateurs du dernier Destination Finale, Zach Lipovski et Adam B. Steen, vont diriger le projet. Personnellement fan des différents programmes d'animation de Sony Pictures, j'ai très hâte d'en savoir plus et d'en découvrir plus. Qui sait, peut-être qu'on aura même un lien avec la saga du Spider-Verse. D'ailleurs, est-ce que vous savez qui n'est pas dans les films du Spider-Verse ? Mads Mikkelsen, il vient tout juste de rejoindre le tournage de l'adaptation du roman What Happened at Night, qui sera réalisé par Martin Scorsese. Le méchant de Doctor Strange se retrouvera aux côtés du grand Leonardo DiCaprio et de l'incroyable Jennifer Lawrence. Le film n'a pas encore de date de sortie officielle, même si on sait que le tournage a déjà commencé à Prague. Est-ce que certains d'entre vous ont vu et aimé Breakfast Tiffany's ? Oui. Moi, je l'ai pas vu. Si oui, sachez que l'actrice Lily Collins, qui est notamment connue pour son rôle dans Emily in Paris, a été cast pour incarner Audrey Hepburn dans un film making of sur Breakfast at Tiffany's. Diamant sur canapé en France. Voilà, comme mais ça. c'est plus stylé Rien en à voir. anglais quand même. Non, vraiment rien. C'est les traductions claquées françaises, comme d'hab. Le film nous racontera donc comment Breakfast at Tiffany's a été réalisé. Également, vous vous en doutez surtout, pas de date de sortie prévue à l'heure où je vous parle. Et d'ailleurs, parlons d'un troisième projet qui n'a pas encore de date, mais qui est une très bonne nouvelle. Hulu a donné son feu vert à Ryan Coogler pour sa série X-Files. Coogler sera à l'écriture, à la réalisation de l'épisode pilote. L'actrice Danielle Deadwyler sera en tête d'affiche de cette série dont on ne connaît pas grand chose également, si ce n'est que cette nouvelle série X-Files suivra deux agents du FBI très différents, mais qui formeront un lien improbable lorsqu'ils se retrouveront affectés dans cette nouvelle division fermée depuis un sacré bout de temps. Bon allez, dernière news du mercato et après j'arrête promis, mais c'est pas de ma faute, cette semaine est remplie et riche en actu, mais nous avons appris que Amy Rose a trouvé sa VO pour Sonic 4 et ce ne sera ni plus ni moins que Kristen Bell qui aura le plaisir de la doubler. Pour rappel, Sonic 4 est prévu le 24 mars 2027 en France. Qu'est-ce que vous en pensez de ce petit mercato là ? J'aime bien que t'annonces Amy Rose comme si c'était un personnage hyper connu de la pop culture. C'est incroyable. Oui, surtout que il y a les personnages de Sonic et il y a les personnages dont on se branle de Sonic. Voilà, c'est un peu ça, mais ça c'est fait la partie de crush cette catégorie. Moi, je pensais que tu parlais d'une actrice que je ne Voilà, connaissais c'est pas. ça. Mais... Ça fait bien un nom d'actrice, effectivement. C'est la crush de Sonic. Pas des super films. En toute objectivité, il y a le film de Scorsese, évidemment, et assez content de voir Mads Mikkelsen qui a quand même enchaîné les rôles pas incroyables ces derniers temps, dans de gros blockbusters notamment. Donc je suis content de le retrouver. Il a joué dans quoi dernièrement Les Animaux Fantastiques. Voilà, de Dumbledore. Ah mais ça remonte un peu maintenant. Oui, là. mais bon, après, entre-temps, il n'y a pas eu grand-chose. Hein. Attends, il y a eu Drunk, ouais. Ouais, c'était avant les Animaux Fantastiques. C'était après. Non, c'était avant. Non. C'était 2020, Drunk, puisqu'il était à la réouverture des salles. Ouais. Je me rappelle. Et donc, les Animaux Fantastiques, c'était... C'était après. C'était en 2022, je crois. Voilà, oui, c'est ce qui me semblait. Ouais. Donc oui, très hâte de voir ce que ça va donner. Bah ouais, bon, je te rejoins aussi, Jonathan. C'est cette info-là qui est plus intéressante, je trouve. Dame dit dans le chat, ils ont vraiment des idées originales à Hollywood Chewing Gum. C'est marrant. Je note pas la blague, Dame, mais on est plutôt d'accord avec toi vu le mercato de la semaine. Le saviez-vous, Lily Collins, c'est la fille de Phil Collins. Oui, je l'ai appris. Oui, moi je savais. Tu l'as appris tard là, donc. Moi je le savais pas, je viens de l'apprendre là. Mais le cinéma est en couleur maintenant, Jonathan.
C'est à moi. Demain, c'est la 51e cérémonie des Césars. Et oui, jeudi dernier, les noms des acteurs et actrices qui remettront les trophées tant convoités ont été révélés. Parmi eux, on retrouvera notamment Karim Leclou, Pierre Lotin, Pauline Clément, David Cronenberg et bien d'autres acteurs tout aussi talentueux les uns que les autres. Une belle brochette de talent qui permet de mettre un peu de piquant sur la scène de remise des prix. Quant à la cérémonie, rendez-vous donc demain soir, le 26 février 2026 sur Canal+, pour découvrir tous les vainqueurs et vivre en direct ces grands moments de cinéma français. Et sinon, qui vous auriez aimé voir comme acteur remettre un César cette année ? En vrai. M'en bats les couilles. Moi, j'en veux bien après. Non, mais il faut remettre un Kevin César. De Bruyne. Non, le mais remettre. On en a un à moi. Ah ouais. Ah oui. Okay. Mais on peut donner comme Franck Dubosc l'année dernière si tu veux. On peut donner un mini, ouais, voilà. Non, mais vraiment un tout petit, quoi. Ouais, encore plus petit que Franck Dubosc. C'est déjà Qui pas mal, fera mieux que Franck Dubosc cette année? Personne. Ouais. Personne, franchement, personne. Attends, Franck Dubosc, il peut peut-être faire un back-to-back, puisqu'il peut l'avoir cette année. J'y crois pas. Bon. En attendant, mettez-vous tous sur votre 26 pour découvrir les gagnants demain soir. Est-ce que ChatGPT va remplacer les acteurs du cinéma français? C'est ma question. Si on vous proposait 250 € pour 2 jours de tournage, vous diriez quoi? Perso, oui, mais maintenant plot twist, 250 € pour autoriser l'utilisation de votre image générée par intelligence artificielle dans une pub télévisée sans même que vous ayez à tourner une seule seconde. Là, tout de suite, ça passe beaucoup moins bien. C'est pourtant la proposition qui aurait été faite récemment à un comédien français. Son visage, sa voix, sa performance transposée en version numérique pour une pub contre un chèque ridicule de 250 €. Et pour beaucoup dans ce milieu, ce n'est pas un cas isolé. Face à ce genre d'offres inquiétantes, plus de 4000 acteurs, actrices, réalisateurs, techniciens et professionnels du cinéma français ont signé une tribune pour tirer la sonnette d'alarme. Ils y dénoncent ce qu'ils appellent un pillage en règle de leur voix, silhouette, expression et performance par des outils d'intelligence artificielle sans consentement clair ni juste rémunération. Parmi les signataires, on retrouve des noms connus comme Swan Arlo, Léa Drucker, François Berléand, Karine Viard et Franck Dubosc, mais aussi des centaines de comédiens moins médiatiques qui veulent vivre aussi de leur métier. Tous réclament un encadrement juridique fort, le consentement explicite obligatoire pour tout usage IA, une rémunération équitable quant à leur image ou leur voix est exploitée numériquement, et surtout la protection de ce que l'on appelle le double numérique pour que personne ne se retrouve cloné sans qu'ils s'en rendent compte. Et le timing n'est pas anodin, cette tribune a été publiée quelques jours seulement avant la cérémonie des Césars, histoire de placer ce débat essentiel au cœur de la grande fête du cinéma français. Ce n'est pas juste une pétition, c'est une mise en garde collective avec un appel à ce que les législateurs et le public prennent conscience de ce qui se joue. Parce que oui, l'intelligence artificielle peut être un outil formidable, mais pas si elle finit par remplacer ou exploiter les artistes au détriment de leur travail réel et de leur droit à décider de leur image et de leur salaire. Est-ce que vous avez des réactions autour de la table? Tu veux dire quoi à part oui? En même temps, genre... Non, c'est sûr, on n'en fera pas une carte blanche. Hier soir, Karine Viard, elle était invitée d'ailleurs sur le JT de France 2. Et ils ont fait un truc, mais moi j'ai trouvé la séquence un peu gênante, mais en même temps elle montrait ce que c'était capable de faire, c'est qu'ils ont demandé à l'IA, aidée par un gars qui s'y connaît super bien, de mettre Karine Viard dans plein d'autres films différents, genre elle était avec des sabres laser ou elle était dans Titanic et tout. Et c'est vrai que c'est pas encore complètement parfait, mais c'était assez bluffant. Moi, je trouve ça juste dommage, mais bon, ça me surprend pas de Léa Salamé qu'elle ait pas essayé de la pousser un peu plus pour qu'elle lui pose vraiment des questions dessus, parce que là, ils ont juste montré techniquement à quoi ça ressemblait. On va pas en demander trop à Léa Salamé. Non, mais Karine Viard a dit, effectivement, ça me ressemble et ça fait peur, et c'est tout. Bon. Est-ce que ça va, Karine? J'aurais trop aimé qu'elle lui dise ça. Ça aurait été bien. Non, mais par contre, en vrai, tu dis, pour l'instant, c'est pas encore au point. Et là, il y a les Chinois qui ont révélé une nouvelle IA qui s'appelle Seedance 2.0. Il y a eu pas mal d'images les vidéos avec Brad Pitt et Tom Cruise qui se battent, voilà, entre autres. Et alors, c'est réalisé par un mec qui sait pas... Enfin, genre, si c'était réalisé par un gars, c'est vraiment un réal nul, genre John Watts. Mais ça fait un peu flipper en termes de qualité de rendu, c'est un peu réaliste, quoi. Oui, bien sûr. Mais après, voilà, c'est que ça va créer un espèce de choix aussi un peu de société, quoi. Est-ce qu'on accepte que l'IA va pouvoir nous émouvoir, va pouvoir nous raconter des histoires, ou est-ce qu'on accepte que l'art est le domaine de l'humain et par conséquent, on a envie d'être ému par des œuvres fait par des personnes, quoi, et non pas par une intelligence artificielle. Donc après, ça va être un choix.
Je sais pas trop où c'est que ça va aller. Un choix de société. Ouais, je sais pas où c'est que ça va aller, mais. Moi, j'espère qu'on va choisir l'humain, quoi. Oui, mais après, est-ce que, regarde, si demain il y a un film qui est fait par IA qui cartonne et qui peut même arriver à te faire pleurer, est-ce que ça va pas changer la donne, tu vois? Mais est-ce que du coup, toi en tant que spectateur, où c'est que tu vas te passer ta limite? Et je suis pas sûr que c'est comme avec tout. Comment dire, le capitalisme aussi instaure un outil dans la société. On s'habitue à l'utiliser et puis après, on va avancer petit à petit. Donc je sais pas où c'est que ça va aller, mais c'est vrai que c'est pas très. C'est vrai qu'en plus, nous, on est vraiment fans de cinéma, donc on va forcément être du côté où on va privilégier l'humain, tout ça. Mais après, le grand public, si maintenant ils voient un film en IA, même une personne âgée ou un peu trop jeune qui voient pas encore la différence ou quoi, demain on leur dit pas que c'est un film en IA, on leur montre un film en IA, ils voient pas vraiment la différence, ils vont se dire l'histoire était cool, ça m'a plu, je me suis pas ennuyé, et puis voilà, ils vont être contents. Donc oui, le vrai danger, quand il y aura plus de frontières, c'est clair que ça sera ça. On se rapproche dangereusement et trop vite, en fait, je trouve. Même quand on regarde, je prends l'exemple le plus connu, mais Will Smith qui mangeait des pâtes. Il y a 3 ans, les vidéos ne ressemblaient à rien. Maintenant, ça devient vraiment très troublant. Donc en fait, moi, j'ai quand même un peu peur aussi pour les salles de cinéma, même déjà qui proposent ce genre de contenu, en fait. Juste, moi, je trouve pas ça terrible. Mais bravo, pourtant tu t'adores le cinéma de Lunel qui fait de la promo avec de l'IA. Je sais, j'ai rien dit. Voilà, alors j'ai rien dit justement, mais j'ai vu. Moi, je cautionne à moitié quand même ce genre de promo, mais bon, après, voilà. Mais oui, en fait, moi j'espère juste que les cinémas vont pas proposer des séances IA ou quoi, parce que ce serait vraiment dommage en fait. Mais au-delà de ça, je suis désolée, mais c'est aussi que nous, on est encore à la frontière. On a connu par exemple les petits téléphones à clapper, etc. Mais là, on a une génération aussi qui grandit en étant déjà habitué aux écrans, en étant déjà habitué avec toute la transformation, avec en Photoshop, écoutant de la musique en IA. Enfin tout lycée, que ça soit sur tous les domaines. Donc même sur la musique qui est parfois même pas composée par des humains. Donc quand t'as cette génération-là qui va avoir notre âge, ça va être normal, comme pour nous c'était normal d'avoir certaines technologies, donc c'est surtout ça en fait. D'où l'urgence à mon avis de légiférer aussi le plus rapidement possible pour éviter les trous juridiques dans lesquels l'IA va se... Ils prennent bien leur temps. Mais surtout, mais moi ce qui me choque, on propose 250 € pour pas que tu viennes. Juste pour dire, on peut prendre une photo de toi on peut prendre une photo de toi et la donner à notre intelligence artificielle chinoise avec qui on sait pas ce qu'elle va faire, hein. Elle a ta photo, voilà, et après elle fait ce qu'elle veut. En fait, genre, même c'est plus que limite là. En fait, c'est plus que la sonnette d'alarme. C'est qu'ils profitent justement qu'il n'y ait pas encore de loi, comme on en parlait. Il faut qu'on interrompe ce débat, pardon, sinon on sera en retard. Mais comme quoi, tu vois, Oksana, il y avait des choses à dire. Il y avait des choses à dire. Voilà, et ça fera du taf pour Salvatore pour faire un reel cette semaine. Voilà. Merci Jackie pour toutes ces news. Les infos sur le cinéma, c'est bien, mais les films en eux-mêmes, c'est encore mieux. Ça tombe bien, c'est l'heure de nos débats de la soirée. Pour rappel, sont au programme Marty Suprême, Le Rêve américain et Couture. Et on commencera tout de suite avec le nouveau film de Josh Safdie qui met en scène... on m'a fait signe, c'est-à-dire qu'il y a Maxime. Maxime est arrivé, attention, cachez-vous, attention. Préparez les raquettes. Taper, c'est ça voilà, c'est devenu ça. S'il rentre, on le tapera. J'espère que ça sera pendant la BA, comme ça il sera blessé au début. Alors, on commence tout de suite donc par le nouveau film de Josh Safdie qui met en scène le deuxième plus grand fan de Jimmy Briand. Désolé, c'est moi le premier. Marty Suprême, donc avec Timothée Chalamet. Le film, il est plutôt ping ou il est plutôt pong? C'est juste mauvais ça. C'est mauvais mes lancements. C'est très mauvais. Voilà. Merci. Pardon, hein. On se reprend et on en parle après la bande-annonce. Tu nous as habitués à mieux. Hein. Hello. Hey, it's Marty Mauser. I'm in the Royal Suite. I saw you in the lobby yesterday. Okay. Well, I never talked to an actual movie star. You know, I'm something of a performer too. Are you? Yeah, you don't believe me? You what? What? You got the Daily Mail in front of you? This is you? Yeah, the chosen one. It's a nice picture, right? I have a purpose. And if you think that's some sort of blessing, it's not. It means I have an obligation to see a very specific thing through. And with that obligation comes sacrifice. Everything in my life's falling apart, but I'm gonna figure it out. Do you need any help? I could help you. I know it's hard to believe, but I'm telling you, this game, it fills stadiums overseas. And it's only a matter of time before I'm staring at you from the cover of a Wheaties box.
not trying to control you, Marty. It's unacceptable! It's unacceptable! But I don't think you understand the stakes. You have no power here. What do you plan to do if this whole dream of yours doesn't work out? It doesn't even enter my consciousness. Now look at this, an orange ball, which no one's ever thought of. See, you're already following it way better. Look at his eyes. You're looking more engaged now. Buddy, custom ball like that is gonna cost a lot of money. Of course it's custom. It's original ball for an original guy. It's a Marty Supremo, not the Marty normal ball. Et oui. Putain, la Simon Suprême. J'ai la Simon Suprême, je l'ai en main. Voilà. Si on passe sur un gros plan sur la vidéo, vous la verrez encore mieux. Mais ça, il faut demander avec la technique. Voilà. Donc, Marty Suprême de Josh Safdie. Marty Mauser, un jeune homme à l'ambition démesurée et prêt à tout pour réaliser son rêve et prouver au monde entier que rien ne lui est impossible. On retrouve dans le rôle de Marty Timothée Chalamet, également au casting Gwyneth Paltrow, Odessa A'zion, mais on en parlera peut-être un peu plus tard du casting, donc je dirai les noms un peu plus tard du coup. Hugo, ou plutôt Salvatore, qu'as-tu pensé de ce deuxième long métrage en solo de Josh Safdie, qui d'habitude réalise avec son frère Benny? Qu'est-ce que tu as pensé donc de ce Uncut James 2.0? Alors, puisque du coup il y avait eu Smashing Machine en octobre, on peut comparer un peu, et vu que j'avais pas le droit de dire ce que j'avais pensé de Smashing Machine à l'époque, puis comme j'avais pas aimé, on m'avait censuré, je peux dire que j'ai préféré quand même Marty Suprême. En vrai, j'y allais surtout parce que j'en avais marre de me prendre le marketing dans la gueule, parce que ça a été agressif quand même depuis plusieurs mois. Et non, j'ai pas été déçu, franchement, je trouve le film vraiment intense. Il y a très peu de films comme ça où j'en sors, j'étais en sueur tellement il s'est passé tout et n'importe quoi, que c'était inattendu, que il y avait des rebondissements constants. Je trouve que le casting est super, que ce soit les acteurs professionnels ou les acteurs non professionnels qui débutent. Timothée Chalamet, je trouve que c'est un de ses meilleurs rôles, parce que d'habitude, que ce soit Dune, il est un petit peu effacé, il joue un petit peu en retrait. Wonka, c'était pas non plus la folie, mais là je trouve qu'il met vraiment de l'intensité et pas juste en criant comme il peut faire dans Dune. Et je trouve le film aussi très très beau au niveau visuel, au niveau de la photo. Je trouve que la mise en scène est très restitue parfaitement ce chaos constant. Enfin, je veux dire, la scène de la baignoire, qui s'attendait à ce qu'il se passe ça, quoi. Ça sort de nulle part. Il l'avait prévenu. Oui, non, mais même constamment le film il va dans tous les sens. Il y a plein d'intrigues qui se lancent de partout en fait, et le film il les résout les unes après les autres, mais forcément dans une espèce de désordre. Je trouve que c'est assez génial, et franchement j'ai adoré. Ouais. C'est très nerveux, le rythme est très très bon, et je trouve que effectivement le renouvellement du récit il est incroyable, et à chaque fois tu te prends à t'imaginer mais qu'est-ce qui va se passer d'autre d'encore plus fou ensuite, et ça j'ai trouvé ça hyper cool. Je t'ai vu tiquer, Oksana, quand il a parlé des acteurs pro et non pro, parce qu'effectivement, parce que j'ai pas eu la rêve de... Non, mais il y avait un truc marquant sur ça. Il y a Tyler the Creator qui est un peu acteur quand même, qui est un peu acteur, mais qui a beaucoup joué son propre rôle d'habitude, qui l'a, et dans le film. Abel Ferrara, il est plutôt réalisateur habituellement, il joue dans le film. Kevin O'Leary, donc homme d'affaires canadien, qui se retrouve à jouer l'homme d'affaires, c'est génial je trouve. Koto Kawaguchi qui est pongiste, Luke Manley qui est aussi influenceur. Donc maintenant que je t'ai dit, tu vois, tous ces acteurs qui ne sont pas des acteurs pro, non, ça se voit pas du tout, ouais. Toi, en tant qu'actrice, qu'est-ce que tu as pensé de ce procédé? Non, en vrai, j'ai trouvé assez exceptionnel. J'avoue que de ce réalisateur-là, j'en avais pas vu encore des films, mais j'ai été hyper surprise par le rythme, en fait, la musicalité, et en fait, t'as vraiment l'impression d'être dans la tête du personnage tout le long, t'as l'impression de le comprendre. On te donne assez de clés, mais c'est ni un héros, ni un anti-héros, et c'est hyper ouf, et même tous les personnages autour, pareil, en fait. Même ceux qui ont un timbre un petit peu comme ci ou comme ça sur la personnalité, ils font que te surprendre, je trouve, par leur jeu, par la finesse, que moi j'avais pas remarqué qu'il y avait des gens qui étaient pas censés être comédiens de base, et c'est ça qui est exceptionnel, c'est que ils sont très naturels au final, tout est hyper bien géré, et c'est sur une corde hyper sensible, parce que du coup il y a rien qui moi me paraît en surjeu ni en dessous. En fait, ils sont tous sur la même c'est grossier de dire ça, mais ils sont pas sur la même ligne. Mais ils sont tous égaux, même s'ils sont pas des rôles avec une égalité parfaite. Et je trouve ça hyper bien fait, quoi. C'est super difficile, et je sais pas, je trouve que tout est malin, en fait. Puis le rythme, quoi, vraiment, c'est hyper surprenant. Même visuellement, donc Darius Khondji à l'image, on le connaît, mais là, ça fonctionne toujours bien. Et le sound design aussi, il est dingue. La musique de Daniel Lopatin, aka
One Hot Tricks Point Never, qui est vraiment incroyable. Je trouve que c'est sa meilleure BO pour les frères Safdie en général, puisqu'ils composent aussi souvent pour eux. Et même la musique qui vient des années 80, qui se retrouve dans le film, puisque le film se passe dans les années 50, fonctionne assez bien. Toi, pendant la pause, pendant la bande-annonce, Jackie, tu disais Forever Young, faut que je la rajoute à ma playlist. Donc toi, qu'est-ce que tu as pensé de la musique dans le film? Alors, la musique, moi, ce que j'aime dans les films, c'est quand la musique est tellement bien, qu'elle accompagne tellement bien la scène, l'action, tout ça, que tu la remarques pas, mais que tu la remarques qu'en après coup, quand tu revois une scène sur les réseaux, que tu revois le film chez toi et tout. Et en fait, le film sur ça, il est parfait pour moi, sur la musique, sur le sound design, tout ça. Et après, globalement, sur tout le film, moi, il y a beaucoup de gens où, comme Oksana, j'avais pas remarqué qu'ils étaient pas du tout acteurs pro à la base, dont notamment Kevin O'Leary, où en fait, moi, tout le long du film, je disais, putain, lui aussi, il me dit un truc, j'arrête pas de me le dire, enfin... Voilà, et à la fin, j'ai fait, ah ben oui, effectivement, c'est pas un acteur, lui, qu'est-ce qu'il fait là? Et je l'ai trouvé pourtant incroyable. Est-ce que tu as l'anecdote de comment Josh Safdie lui a vendu le film ou pas? Alors non, je l'ai pas noté en tout cas. Il lui a dit, j'ai besoin de quelqu'un pour jouer la pire ordure, enfin genre l'homme le plus riche du monde, et c'est une ordure immense, et du coup j'ai pensé que tu serais parfait. Pourtant j'aurais pensé qu'il avait dit ça à Timothée Chalamet. Vu son personnage. Non, c'est marrant. C'est évidemment un putain de connard. Mais Kevin O'Leary, c'était quand même un homme de télévision aussi, donc voilà. Mais il est habitué des caméras en fait, donc il est un petit peu habitué à jouer des fois la surprise, tout ça. C'est bien foutu. Ça se remarque pas. On dit l'autre anecdote, Félix Lebrun avait aussi été approché pour jouer dans le film, mais il a dit qu'il préférait se concentrer sur ses compétitions. En tout cas, c'est ce que rapporte Josh Safdie. Jonathan, on t'a pas encore entendu sur Marty Suprême. Toi, qu'est-ce que t'as pensé du long métrage? Déjà, les frères Safdie en général, c'était ta cam? Moi, c'est complètement ma cam, les frères Safdie, depuis le début, depuis leur premier film, et même j'ai vu tous leurs courts-métrages, c'était du pur cinéma indépendant américain, fait avec vraiment 2-3 broutilles, et du coup je prends vraiment plaisir à les voir se déployer. Moi j'aime beaucoup The Smashing Machine, même si c'est un film qui a quand même quelques défauts, et je suis pas surpris ni par l'énergie, la nervosité de Marty Supreme, parce qu'il y avait Uncut Gems qu'ils avaient fait Good Times avant, aussi. Et Good Times, mais Uncut Gems, il y avait vraiment cette espèce de... Pour moi c'est Uncut Gems, vraiment c'est pour ça que je t'ai lancé en disant 2.0, c'est ça, il y a la matrice du film. De roller coaster, en fait, c'est des montagnes russes permanentes où tu sais jamais où tu vas, le film te surprend constamment, et en fait il t'entraîne, c'est une espèce d'effet boule de neige en fait, où le film te prend, t'attrape et te lâche pas pendant tout le film. Et c'est vrai que c'est... Mais j'ai l'impression que celui-là il est un peu plus classique dans la forme, mais il gagne en efficacité. Il y a un côté un peu blockbuster aussi qui avait peut-être un peu moins dans Uncut Gems, mais je trouve que c'est un peu plus limpide du coup. Moi j'adore Uncut Gems, mais je pense que Marty Supreme je le place encore au-dessus. Moi après moi j'adore les deux films, j'adore tout ce qu'ils ont fait dans tous les cas, mais c'est vrai moi j'ai l'impression que c'était un film qui sortait un peu de l'esprit des années 70. Il y avait une espèce de patine un peu comme ça, avec la liberté de ton, la folie, le fait que ce soit aussi surprenant. On sent que c'est un réalisateur aussi qui baigne avec ce cinéma de cette époque et qui le retranscrit, donc j'avais vraiment l'impression d'avoir un peu voyagé un peu dans le passé, de voir un film, même si c'est un film qui se passe dans les années 50, mais d'être un peu dans l'esprit années 70, vraiment avec cette liberté créatrice. C'est ce qu'il voulait, ça fait très Scorsese aussi, même dans la manière de filmer New York. C'est une de leurs principales influences. Et Timothée Chalamet, meilleur rôle pour lui, dans sa carrière, je trouve. Je suis d'accord. Il est vraiment... Il a gagné d'ailleurs le Golden Globe du meilleur acteur dans une comédie. Il était favori pour l'Oscar du meilleur acteur, mais on l'a vu ce week-end au BAFTA, ils ont fait 0 sur 11. Ça, c'est un truc sur le film I Swear qui a remporté le BAFTA du meilleur acteur. Je pense que c'est un truc pour récompenser un film british. Mais moi, je me dis aussi, il y a peut-être la polémique qui est sortie là, à propos de la scène coupée dans Good Times, où il y avait une jeune fille de 17 ans qui s'est retrouvée à jouer une scène de sexe avec un ex-condamné qui est mort depuis. Et je pense que ça impacte un petit peu la carrière du film. Oui, je pense que dans les cérémonies. Ils ont sorti ça aussi de manière assez maligne. Comme chaque année, Emilia Pérez, c'était pareil l'année dernière. On verra donc ce que ça donnera effectivement aux Oscars. De toute façon, il faudra se mouiller un moment puisqu'on fera une carte blanche sur nos pronos des Oscars. Globalement, on est plutôt. tous aimés. En fait. C'est marrant, on n'a pas parlé de ping-pong. Non. À aucun moment. Ah oui, non, ça je voulais en parler aussi. Les séquences de ping-pong, la mise en scène est incroyable. Vraiment, à la fois c'est immersif, c'est très esthétique. Et il y a. Je trouve il y a des petits les incrustations de balles.
parfois elles sont un peu ratées. Je sens que c'est numérique. Bah en fait, pour de vrai, il jouait, mais il s'emballe, tu vois. Mais je l'ai même pas remarqué moi en fait. Hein. Moi je le sens. Oui, mais moi je sens pas, je trouve qu'il y a vraiment. Je trouve que le tournoi dans sa mise en scène, avec le fait que le public soit complètement assombri, qu'il y ait que la table qui soit éclairée, c'est trop bien quoi. Ah oui, c'était magnifique en plus. Hein. C'est très cool. Je pense qu'il se retrouvera dans notre top 10 de l'année. Sans aucun doute. À mon avis, il va bien s'y retrouver. On a globalement tous aimé. Dernière chose, vous savez pourquoi il utilise les musiques des années 80 ? Vous êtes posé la question quand même ? Non, pas du tout. Tu vas nous répondre. Je vais vous répondre. Bon, après, c'est une réflexion que je me suis fait devant le film et elle a été validée quand j'ai fait des petites recherches. En fait, c'est un film sur quoi, Marty Suprême ? Le rêve américain. Sur le rêve américain. Voilà. Et quand le rêve américain est arrivé à son paroxysme ? Les années 80. Les années 80 avec Ronald Reagan. Et donc, c'est pour ça qu'il utilise des musiques de cette période, en fait, dans le film. Et il y a aussi... Donc ça, c'est ce que Josh Savdi aussi même confirme. Mais il y avait aussi un truc, c'est qu'à la base, le film, ça devait être un flashback complet et il y a une scène tournée, je crois qu'elle a été tournée, où Marty est plus tard dans les années 80 et donc c'était pour ça qu'il y avait ces musiques là et c'est resté au final, ils ont juste laissé les musiques et plus la scène. C'est pas une scène avec sa petite fille ou un truc dans le genre où il passe devant une télé, je crois, c'est pas ça? Possible. Bah, tu vois, t'es au courant toi aussi. Ouais, non mais oui, alors j'étais pas au courant pour les musiques mais j'étais au courant qu'il y avait une scène coupée où ils avaient vieilli Timothée Chalamet physiquement et numériquement, dans lequel il se baladait je crois avec sa petite fille et il tombait devant une télé devant laquelle il y avait du ping-pong. Bah voilà, tu l'as bien résumé. Dame qui est énervé contre ce film, qui dit juste ça attire plus, c'est tout sur les musiques des années 80. Je pense qu'il fait écho à ça. Mais non, c'est pas que ça. Ils sont bien utilisés. Est-ce que quelqu'un a déjà utilisé Forever Young de cette manière quoi? Je ne pense pas. Non. Bon, d'un rêve américain, on en passe à un autre avec notre second film de la soirée, Le rêve américain d'Anthony Marciano. Arrêtez, elle était bien celle-là. Ouais, ça va. Voilà, merci. Et pour l'introduire, j'étais obligé de vous lire cette belle critique. Ah oui. Quel bonheur, humour, amitié, bienveillance, un peu de tendresse dans ce monde de brutes. Elle est signée d'un certain Pascal Pro sur son compte X. Alors je connais pas ce monsieur, mais on va voir si l'équipe de The Cinema Show a des points en commun avec lui. On va commencer par le plus important. Notre force à nous, c'est le contact avec le joueur. Comment tu veux que je signe chez une agence qui n'a pas encore sa place en NBA? Tu veux commencer par le haut du panier direct? Faut bien bouffer la glace avant le cornet, non? Tu viens d'inventer celle-là? Ouais. Vous avez pas encore les épaules. Je crois qu'on va commencer par bouffer le cornet. Hein. Vite ma mère qu'on va payer une deuxième chambre, Bouddha. Is French? Oui, French. Puis il en abandonne, passe son riposte. Pas triché là. Tu crois vraiment que j'allais laisser une pièce décidée pour nous? J'ai un gars de 2m13 là, c'est une machine de guerre. On est à poil, on a rien. Ah ouais, je vous imaginais pas à ce niveau-là de galère, mais ok. We just want to show you our player. Where can I see him play? You have a video? Oh my god. Il nous calcule pas, il nous rappellera pas, on s'est fait carotter. On s'est saigné, on s'est endetté, on s'est mis dans la merde. Énerve-toi! On va s'en sortir. La combinaison infernale. Le chaud, le froid, comme un robinet. Donc on est endetté de combien? L'échec, c'est la clé de la réussite. T'as un optimisme, mon frère, c'est une maladie. Quand on cartonnera et qu'on deviendra des grands agents NBA, on se dira putain, c'était mortel cette époque. Bon, nous, ce qu'on recherche, évidemment, essentiellement deux choses. D'abord, des gens qui partagent notre passion et puis qui sont motivés. Ça veut dire que c'est pas payé? Exactement. C'est bien parce que t'as l'air à l'ouest comme ça, mais tu percutes, ça me plaît. Le rêve américain d'Anthony Marciano. Personne n'aurait parié sur Jérémy, coincé derrière le comptoir d'un vidéoclub à Amiens, ou sur Bouna lorsqu'il faisait des ménages à l'aéroport d'Orly. Choses qui ne sont pas du tout dans le film d'ailleurs. Sans contact, sans argent et avec un niveau d'anglais plus qu'approximatif, rien ne les prédestinait à devenir des agents qui comptent en NBA. Donc c'est inspiré d'une histoire vraie. Le précédent film d'Anthony Marciano, c'était Play, hein, c'est son 4e long métrage et c'est son premier sans Max Boublil. Voilà, je tiens à le signaler en préambule. On retrouve donc dans le duo de personnages Jérémy et Bouna, donc Raphaël Quenard et Jean-Pascal Zadi. Et voilà quoi. Alors, ça, Jackie, qu'est-ce que t'as pensé du film, toi? C'était
incroyable. Tout le long, moi j'étais plongé à 200% dans l'histoire parce que comme je disais pendant l'abondance à mes confrères, je ne savais pas que c'était une histoire vraie. Voilà, moi j'étais en mode... Et les autres autour de la table, vous saviez que c'était... Oui. Vous connaissiez l'histoire avant le film ou Non, pas du tout. Non, je suis vraiment le seul débile. Super, non, nickel. ça veut pas dire que t'es débile. Non, il l'a dit avant. Ouais. Non, je dis idiot. Oui, pardon. Mais en vrai de vrai, non, le film était vraiment cool. J'ai adoré suivre du coup ces deux personnages-là, voir à quel point ils galéraient et que ils ont persévéré dans le truc alors que tout leur disait non, arrête, ça y est, c'est terminé, ça marchera pas et tout. Mais ils ont quand même persévéré, ils ont réussi, ils ont forcé la chance un petit peu aussi. Et en fait, c'était trop bien. Évidemment, en plus, moi, j'adore Raphaël Quenard. Je trouve que c'est un acteur qui est fantastique. Et que dire de plus que moi, c'est facilement là déjà mon top 5 de l'année. Hein. Franchement, le rêve américain. En même temps, on est en février. Oui, non, mais alors, franchement, il y a beaucoup. C'est mon top 5 de l'année, j'ai vu 3 films pour l'instant. Il y a beaucoup de films que j'attends cette année, mais je pense qu'il y aura très peu de films qui vont le dépasser. Il y a Cocorico 2 qui arrive en plus. Donc voilà, donc c'est ce que je disais, il y a beaucoup de films que j'attends cette année. Non, mais je te rejoins sur la qualité des interprètes qui fait qu'on peut s'attacher au film. Après. Bah non, je vais pas dire maintenant. Je vais pas dire maintenant mon négatif, mais bah ouais. si, exprime-toi, on sent que c'est là. Vas-y, mais dis-le. J'aime bien la volonté déjà de faire un film à l'américaine, un peu raconter une histoire extraordinaire, très bigger than life, mais je trouve que le film nous prend trop pour des cons. Bah en quoi ? Mais pour plusieurs raisons. Déjà, l'exemple de Wembanyama, il est parlant à la fin du film. Oui. Tout est construit à gros traits pour qu'on fasse comprendre que c'est lui. Et pourtant, on nous dit quand même littéralement à la fin que oui, c'était bien Victor Wembanyama, le petit. C'est une scène post-crédit d'un film du MCU, je trouve. Ouais, c'est trop chelou. Et puis, ce que j'ai eu aussi comme impression, c'est que parfois les scènes, elles s'arrêtent là, où elles auraient dû commencer ou continuer. Et que l'émotion pouvait arriver, et j'ai trouvé que ça dommage. Voilà. Moi, à moitié d'accord, hein. Franchement. Moi, alors, là pardon, mais je connais à rien au monde du basket, alors que pendant un moment je suis, mais j'y connais absolument rien. Wembanyama, moi, j'avais pas du tout compris. Ouais, déjà, t'arrives pas à prononcer son nom. Donc, voilà, déjà, je galère. C'est un autre Hugo, non? Non, mais en fait, c'est là, du coup, l'exemple du grand joueur de basket. Du coup, moi, je l'ai pas eu tout de suite. C'est que après, quand ils ont dit c'est une histoire vraie, je fais ah, ok, ouais, c'est bon. Mais pourquoi pas jouer donc sur le truc de ceux qui comprennent, et sinon, ceux qui comprennent pas, c'est pas trop grave au final. Mais de toute façon, en fait, ils disent jamais son nom. Oui, mais il y a quand même un gros plan à la fin. Oui, évidemment, il met un gros carton. Et puis il y a un carton. Mais en même temps, forcément, c'est toujours comme ça en général dans les films où il y a des acteurs qui interprètent des personnes réelles, qui sont encore là et tout. Et à la fin du film, en général, ils mettent toujours des cartons avec des photos pour dire voilà ce qui s'est passé après, ils ont réussi et tout. Et il y a toujours des trucs comme ça. Donc moi, je trouve pas ça si dérangeant que ça. Hein. C'est assez surprenant aussi parce que Jérémy Medjana et donc Bounia Ndiaye, ils avaient refusé plein de projets de fiction et de documentaires sur leur histoire avant d'accepter celui d'Anthony Marciano. Qu'est-ce qui les a motivés selon vous ? Un chèque. Bah non, mais honnêtement, moi j'y connais rien du tout au monde du basket ou quoi que ce soit. Il y a cette histoire, j'en savais pas plus. Et je trouve que c'était sur la bonne limite parce que déjà les deux acteurs, ils ont leurs comiques qui sont là, mais de manière bien gérée. Je sens des personnages et du coup t'as l'impression d'être là en train de regarder. C'est pas documentaire parce que c'est pas le mot, mais tu les accompagnes plus que tu vis pour eux. C'est là, sûr, ils ont cool, une super alchimie. C'est leur 6e film ensemble, je crois. Non mais c'est vrai. Ouais. Oui. Mais après, au-delà de ça, c'est tant mieux, tu vois, c'est pour ça qu'ils ont été pris ensemble, mais c'est pas ça que je dis, c'est juste que là, justement, je voyais pas des acteurs, je voyais vraiment des personnages. Ensemble, s'ils sont bien, tant mieux, mais c'est que du coup, ça aide à les accompagner sur leur chemin. Et je pense que c'était ça la place du spectateur. Ça avait pas l'air. Mais c'est juste que voilà, je sais pas, je trouve que quand t'es à ma place, que tu connais rien ni à l'histoire ni au basket, au contraire, tu comprends plein de choses. Alors oui, il y a toujours des imperfections, mais honnêtement, c'est une très belle histoire. Il y a plein d'espoir. Tu trouves que tout est beau, toutes les relations entre les personnages sont abouties. Tu vois des gros nuls devenir des bons dans leur milieu. Je trouve que c'est hyper touchant et t'as pas besoin de vivre avec eux des fortes émotions. Je trouve que le fait de témoigner de ce que eux ils ont vécu, c'est juste, tu vois. Enfin, c'est peut-être pour ça aussi qu'ils ont accepté. C'est pas juste un témoignage, ça veut quand même t'en mettre plein les yeux en disant c'est les Français qui ont réussi aux États-Unis. Oui, mais ça marche parce que c'est deux gros nuls au début, parce que tu peux carrément t'identifier à ces deux gros nuls et que tu te rends bien compte qu'en fait, non, ils lâchent rien. Et c'est toute la beauté de toute l'énergie et de toute la force qu'ils mettent qui, je trouve, est belle, tu vois. Et c'est en ça que, je peux comprendre qu'ils aient choisi ce film-là, quoi.
On en sait un peu plus sur les projets, enfin, de qui ils ont refusé les projets précédents. Est-ce que j'ai dit une connerie, c'était Netflix ou quoi, et qu'en fait, là, quand ils ont vu que c'était un projet français, Netflix, ils se sont dit, je les vois bien faire un excellent sur eux. Ouais. Tu vois, donc peut-être que là, quand ils ont vu un réel français, ils se sont dit, bon bah vas-y, c'est le moment. Tu vois. Moi, je suis pas spécialement surpris parce que Anthony Marciano, qui est pas un grand réalisateur, mais il a fait des films quand même qui sont notables. Robin des Bois. Non, voilà, je n'avais pas parlé de celui-là. J'étais sûr que tu allais venir là-dessus. Non, mais Les Gamins, qui est une comédie très sympathique, et Play, qui à l'époque aussi avait beaucoup. Enfin, elle n'avait pas bien marché en salle, mais qui avait eu. C'était au moment du Covid. Un ressort critique aussi, c'est vrai. Ça. Mais il y avait déjà ce truc des années 90. Ouais, mais tu sens que c'est quand même un réal qui sait apporter relativement du soin à ses projets. Après, tu sens que la volonté clairement du film est populaire, de faire un grand film. Donc, je pense qu'il est surexplicatif pour ces raisons-là. Après, ce que je trouve intéressant, et c'est ce que tu soulignais, Oksana, c'est moi je crois aux personnages aussi parce qu'ils sont les deux à contre-emploi. Raphaël Quenard ne fait pas du Raphaël Quenard et Jean-Pascal Zadi ne fait pas du Jean-Pascal Zadi, et du coup, vu qu'on les voit pas se singer, parce que c'est vrai que c'était un peu la tendance de Quenard, notamment et Zadi, d'être un peu enfermés dans leur rôle, là ils sont à contre-emploi, et du coup ben voilà, effectivement on voit plus des personnages que des acteurs qui sont en train de singer leur style, et de quoi on y croit plus. Et moi ce que j'aime bien aussi, c'est que effectivement tu parlais, c'est un peu le success story à l'américaine. Il y a des films, il y a pléthore de films Disney qui sont dans cette vibe là, et ce que j'aime bien, ce qui le différencie un petit peu, c'est qu'on est vraiment concentré quasi exclusivement sur les galères, alors que les films généralement success story, c'est la partie galère, c'était un peu dur, et après on montre vraiment genre l'ascension. Là, l'ascension n'est qu'à la fin, et j'adore parce que c'est vraiment genre moi je me suis dit, je pensais que le film allait être comme ça. Je me suis dit, bon, ok, ils vont galérer 30 minutes. Après, ça va être l'autoroute du kiff, quoi. Pas du tout. Et en fait, le film me surprend constamment. Je me suis dit, mais en fait, putain, quelle merde, quoi, ça a été. Et en fait, ils se sont vraiment accrochés. Et donc, je trouve que ça lui donne un peu quand même de valeur, émotionnelle à ce sujet-là, quoi. Mais la scène de la draft au milieu du film, typiquement, elle fonctionne bien pour ça aussi, puisqu'on s'attend à ce qu'ils réussissent. Et au final, voilà, je trouve la structure du film, tu l'as dit, fait qu'on est assez surpris et que ça s'éloigne beaucoup des biopics plus traditionnels. Et sur les détails aussi, les détails de galérien, tu vois, le fait de manger un truc de merde, de dormir vraiment dans un truc pourri. Enfin, c'est des détails un peu à la con, mais que je trouve ils matérialisent bien et qui font vraiment prendre conscience que, tu vois, genre en mode, bah toi, on va te laisser dormir dans un hôtel stylé et nous, on va aller dans le truc miteux derrière. Ben, je sais pas, ça raconte quand même quelque chose que je trouve assez intéressant. Ouais. Je te rejoins sur le fait qu'ils galèrent tout le long du film, parce que même à peu près au milieu, 3/4 du film, ça y est, ils commencent vraiment à être un peu imposés aussi dans le monde du basket, tout ça, et pourtant, on se concentre toujours que sur les galères. Même alors qu'il y en a un qui arrive à déménager aux States et tout, et bah, on comprend que du coup, ça y est, ça marche un peu, ça commence à payer des petites factures et tout, mais ça continue à se concentrer sur les galères, sur le mec qui change d'agent, sur le fait que bah, maintenant, il faut faire venir les joueurs. La problématique financière qui est au moins les très problèmes présente, financiers, quoi. enfin, tu t'attends pas à voir des contrôleurs comme ça dans le film. D'un coup, tu dis, ça y est, ils ont réussi. Non, bonjour, contrôle. Allez, hop, aligne. 228 000 entrées, un peu plus en une semaine. Je pense qu'il aura un bon bouche à oreille d'ailleurs. Bah, toi, Salvatore, qu'est-ce que tu as pensé du long métrage ? Alors, vous trouvez qu'il explique beaucoup ? Moi, je trouve qu'il y a quand même un truc qu'il n'explique pas très bien, et je suis pas sûr d'avoir trop compris, c'est le concept de la draft. Parce que je trouve qu'il ne l'explique pas parfaitement bien. Il essaye de l'expliquer un moment quand Raphaël Quenard il l'explique à sa meuf. Mais j'ai pas tout compris comment ça. Mais j'ai l'impression que c'est globalement touffu, quoi. Bah, quand tu suis le basket, tu comprends, mais après. Oui, moi je suis un peu opaque au basket. Non, j'ai plutôt bien aimé, mais après, c'est quand même cette structure de film à l'américaine où j'ai vraiment du mal. Parce que même si le film, globalement, il se concentre que sur les galères, j'ai quand même l'impression qu'il dit, mais ça va bien aller, ça va bien aller. Et du coup, genre. Oui, c'est une success story, quoi. Oui, c'est une success story, mais du coup, genre, j'ai l'impression que les bas, il fait. Oui, c'est débat, mais bon, on s'en fout, quoi. Bah regardez, après, à la fin, ça va bien finir, quoi. Après, c'est relativement ce qui s'est passé, du coup, puisqu'ils ont réussi. Je trouve que c'est beau aussi, que ça donne c'est pas un message universel, mais ça donne d'espoir. Exactement. À leur réussite du fait de tant de galères, quoi. Et puis, je sais pas, c'est émouvant justement de dire qu'ils y ont cru, alors que ça soit vrai ou faux, mais qu'ils y ont cru depuis le début. C'est ça aussi qui fait que tu regardes le film, et c'est ça aussi qui fait que tu repars touché de ce film-là, quoi. C'est parce que c'est justement pas très anodin, en vrai, de gros nuls qui ont autant cru à leur Moi, rêve, j'étais du coup, en plus, même dans le film, c'est tellement les galères, je voyais pas trop le temps passer, parce que pour le coup, le film est très bien rythmé. Il est assez long en plus. Ouais, la séquence de fin où ça se libère enfin, c'est encore un truc de galère qui est assez drôle, sans spoiler, quoi. Oui, c'est très drôle. Pour moi, je me suis dit, il reste encore 40 minutes de film, parce que c'est encore une galère. Et en fait, comment dire, je trouve ça marrant même dans leur truc de réussite, il y a toujours
toujours une galère qui se rajoute, et la manière dont il le fait, je trouve ça assez fin. Et pour les gens qui suivent le basket, c'est un petit plaisir quand même de voir des mecs qui ont été castés pour jouer Nicolas Batum, Michael Gelabal, tout ça, Yann Manimi, c'était cool, j'ai trouvé. Mais après, j'ai aussi beaucoup de mal avec les biopics qui se terminent sur une série de cartons pour te résumer la fin parce qu'ils avaient pas le temps. Et là, vraiment, genre, c'est très long. Oui, alors en fait, il y a eu ça qui s'est passé, il y a eu ça, mais on l'a pas raconté dans le film. Mais le film après, c'est que moi, je suis pas surpris parce que comment le film est vendu, comment tu sais ce que tu vas avoir comme success story. En fait, le film est quand même dans des trucs très balisés, très cadrés, mais je trouve qu'à l'intérieur de tout ce cadrage-là, il y a ces choses intéressantes qu'on a dit, qui sont assez chouettes, quoi. Dans 2 scènes donc, du rêve américain, on peut entendre le assez méconnu en France Walking Away de Craig David. C'est pas souvent que le R&B anglais des années 2000 est mis à l'honneur au cinéma, et notamment dans le cinéma français. Craig David. Voilà. Donc on va profiter de notre première pause musicale de la soirée pour s'écouter un peu de Craig David. Allez. Vous êtes toujours dans The Cinema Show sur Radio Campus Montpellier 102.2, Twitch, YouTube et sur toutes les plateformes de podcast. Et je n'ai pas du tout fait du lip sync sur Craig David pendant cette pause musicale. Pour le 3e et dernier film au sein de nos débats de la soirée, le cancer du sein est au programme.
On valide ou pas? Pas du tout, c'est too much. C'est parti donc. C'était ta dernière émission donc. Couture, attendez, vu toutes les dingueries que Maxime a dit, lui il est toujours pas viré. Oui, mais lui c'est assumé, toi, on sent un petit truc de flottement et ça pêche. C'est quoi. fait exprès. Le flottement, c'est ça. C'est mauvais. C'est très malaisant, mais c'est sa marque de Fabrice. Mais oui, c'est ma marque de fabrique. T'as regardé The Office? Oui. Ouais, mais c'est mal dosé. C'est Simon. Allez, elle va me donner des leçons. T'es actrice toi ou quoi? Bah ouais. Ah merde. Alors, on va parler donc de Couture d'Alice Winocourt, premier film français avec Angelina Jolie. Et ça, c'est génial. Do you think we're responsible for what happens to us? What do you mean exactly? Est-ce que mannequin, ça a toujours été un rêve? Tu viens d'arriver? Oui. T'inquiète, on va se comprendre. I think sometimes I feel I'm responsible for what happens to me. Bonjour Maxine, vous êtes contente de réaliser le film qui ouvrira la Fashion Week? Oui, je me sens très chanceuse. Action! Vous avez misé sur moi? Ouais, bien sûr. Oh, you're going to be in a movie? I don't know if this is really what I want to do. Ne regarde pas, suis ma main. Vous avez pu lire ce que je vous ai envoyé? Qu'est-ce que c'est l'histoire? C'est la vie d'une maquilleuse. J'ai pas les bonnes nouvelles, Madame Walker. On a reçu les résultats de vos analyses et c'est pas ce qu'on attendait. Il va falloir que vous mettiez votre vie de côté un petit moment. Je ne comprends pas. What's going on, Maxine? I don't know how to tell my daughter. John fashion a cheat kabata. Quand tu as cheat qui a eu un cheating, voilà, je suis à quoi? C'est un cri de rage, de libération. À Paris, dans le tumulte de la Fashion Week, Maxine, jouée par Angelina Jolie, une réalisatrice américaine, apprend une nouvelle qui va bouleverser sa vie. Elle croise alors le chemin d'Ada, une jeune mannequin sud-soudanaise ayant quitté son pays, et Angèle, une maquilleuse française aspirant à une autre vie. Entre ces trois femmes aux horizons pourtant si différents, se tisse une solidarité insoupçonnée. Sous le vernis de glamour se révèle une forme de révolte silencieuse, celle de femmes qui recousent, chacune à leur manière, les fils de leur propre histoire. Pas mal écrit, ce petit synopsis. Pas mal, hein. Vous avez compris, couture et tout. Non, c'est pas moi qui l'ai fait, mais ils ont pensé le marketing. Donc je vous l'ai dit, il y a Angelina Jolie dans ce film, mais il y a aussi Anière Haney qui joue Ada, la mannequin sud-soudanaise, et la Rumpf qui joue Angel. Et on retrouve aussi au casting Louis Garrel, Vincent Lindon, Garance Marillier, même Finnegan Oldfield qui vient faire un petit journaliste au tout début du film, comme ça, son petit kiff, son petit caméo. Je fais plus que ça de toute façon. 6e long métrage donc d'Alice Winocourt qui avait réalisé il y a 4 ans Au revoir Paris. Jonathan, qu'est-ce que tu as pensé donc du nouveau film de la réalisatrice? Déjà, j'aime beaucoup, moi, le cinéma de Winocourt. J'avais adoré Proxima et Revoir Paris. C'est un Faut film... que je me le vois à Proxima. Faut que je me le vois à Proxima. C'est très bien. Du coup, c'est souvent un film sur l'intime féminin, sur le rapport au corps aussi. C'est quand même un film, du cinéma assez sensoriel. Et je suis assez... j'aime globalement le film, même s'il y a vraiment beaucoup de problèmes. Et notamment, en fait, le truc, c'est qu'elle tient pas la promesse de son triple portrait féminin. Parce que le film commence littéralement avec des séquences avec Angelina Jolie, des séquences avec Ada, ouais. Des séquences avec l'actrice Angèle. Angèle. Et la Rumpf. Et en fait, on se dit, ok, en fait, ça va tisser trois portraits dans ce monde-là. Et en fait, pas vraiment. Elle en délaisse plusieurs. Elle a fait 3 tenues différentes en fait dans son film. Mais en fait, c'est que du coup, elle justement, par rapport à Couture, elle les a pas bien cousus entre eux. C'est ça le problème parce que c'est très inégal sur le traitement et en fait, du coup, ça déséquilibre complètement le film. Je trouve que du coup, on se désintéresse un peu. Le personnage de Ella Rumpf, Adèle, c'est ça? Angèle. Ouais. Angèle. Je trouve qu'on la retire du film, ça pose pas spécialement un problème. Alors que c'est intéressant de parler aussi des secondes mains. En plus, il y a un truc un peu symbolique de la maquilleuse qui justement va masquer les blessures, les défauts, etc. Il y a un truc méta en plus puisqu'elle écrit un film dessus. Donc il y a plein de choses. C'est un film assez riche, mais je trouve qu'il y a du mal aussi à se dépatouiller avec toutes ces thématiques. Après, comment lui en vouloir?
d'aussi se concentrer autant sur Angelina Jolie parce que je la trouve vraiment genre assez incroyable. Genre, il y avait longtemps que je l'avais pas vue aussi bien dedans. Elle a une espèce de charisme, bon ça on le savait, mais je veux dire, elle impose un truc assez rayonnant dans le film qui moi me happe pas mal. Et au final, c'est vrai que je me suis dit pourquoi avoir écrit 2 autres portraits de femmes. Et pas se concentrer uniquement sur ça parce que là il y avait vraiment aussi moyen d'explorer plein de thématiques et il y a aussi un truc méta par rapport à Angelina Jolie aussi qui avait fait c'est ça, le film il a été fait sur mesure pour elle, t'as l'impression. Et du coup tu sens que même ça elle l'exploite pas à fond et c'est vraiment dommage parce que le film a vraiment plein de belles scènes de sororité, de rapport à la blessure, à la reconstruction, qui aurait mérité un peu plus d'approfondissement, quoi. C'est vrai qu'au final, c'est tellement mal équilibré que ça fait un film trop inégal je sais pas, après c'est qu'une impression, mais j'avais la sensation que ce film-là, il venait juste remettre un cinéma hyper simple, où en fait il y a justement, il y en a forcément, mais sans trop de messages, sans trop d'intensité, qui est juste là pour en fait montrer des éclats de vie, avec un fil conducteur un peu plus imposé, évidemment, avec le personnage de Maxine, du coup. Mais même la Fashion Week en général, oui, c'est ça. En fait, voilà, c'est la reine qui prime. Ça. Elle débarque avec tout ça, et en fait, on voit dans son monde à elle, dans sa vie, etc., les ricochets qu'on peut avoir avec les autres femmes. Et ce qui est cool, c'est que justement, tu vois le croisé, justement, où elles vont toutes un peu décoller ou avoir un tournant un peu dans leur vie potentiellement. Mais t'en sauras pas plus, et je trouve que ça met en lumière quelques petites difficultés dans la vie des unes des autres, mais sans trop en dire non plus. Donc en fait, c'est juste mais je comprends, une vie simple, Jonathan. et je trouve que ça fait du bien aussi. Ça te génère pas de la frustration? Il y a une frustration que la choralité soit pas assumée jusqu'au bout. Non, alors ça, non. Moi, je m'attendais pas en fait à avoir 3 tableaux égaux et d'avoir 3 choses hyper importantes. Je m'attendais vraiment que ça soit autour de Maxine, et du coup, ça me va. Après, c'est toujours frustrant parce que tu sais pas du coup la suite des événements pour ces femmes-là. T'as envie d'avoir en fait un film sur chacune d'entre elles, je trouve. Bah oui, c'est ça. Mais j'accepte le fait que justement, c'est une ouverture vers une simplicité. Et à la base, on raconte pour moi l'histoire de Maxine en fait. Et donc, c'est des ricochets simplement. Et je trouve que c'est ça qui est cool aussi, c'est qu'on n'a pas besoin de se prendre la tête pour faire un film bon en fait. Et je dirais pas effectivement que c'est mon film préféré de la semaine, mais c'est un bon film. Et je trouve qu'on raconte des choses avec douceur, sans entrer avec des gros marteaux non plus pour dire regardez, ça c'est dur, ça c'est horrible. Juste à se pose là. Et en fait, on fait un peu ce que tu veux, et je trouve que c'est beau parce que ça fait découvrir aussi quelques petites choses de la Fashion Week ou des métiers un peu artistiques, cinématiques. Il y a des séquences bien senties. Non, c'est après ton dada et tout. C'est une super cinéaste, elle a un sens du regard, de la sensibilité, donc là-dessus je lui enlève pas du tout, au contraire, et moi c'est des choses. Il y a eu un gros travail de sa part, elle a été immergée pendant 1 an dans les coulisses de la Fashion Week pour écrire son film en fait. Donc je pense que ça aide aussi, mais donc moi c'est à mettre au crédit du film, ce regard, cette sensibilité, mais c'est vrai que moi ça crée quand même de la frustration. Je demande pas à ce que tout soit à part égale, etc., mais m'esquisser des trucs où tu dis putain c'est hyper intéressant. Mais tant mieux, je pense que c'est ça, au moins du coup, admettons que c'est pas comment se passe tel ou tel métier, tu vas peut-être avoir envie d'en savoir un peu plus par toi-même. Et je trouve que c'est aussi ça qui est cool, c'est que si tu as une frustration, c'est que tu as envie d'aller potentiellement chercher, regarder un petit peu plus en profondeur sur ça. Là où si tu avais eu plein de satisfaction sur ton film, mais la frustration, elle est juste sur la choralité, elle est pas forcément sur le sujet du film. Je sais pas parce que... Moi, le monde de la mode... Je m'en fous un petit peu. Ah, t'as pas écrit une thèse dessus, Jonathan? Non, mais est-ce que c'est vraiment, en vrai de vrai, c'est vraiment le fait que c'est pas pleinement 3 femmes que vous suivez qui vous frustre? C'est que j'ai l'impression qu'il y a un pacte qui va être noué avec le spectateur et qui n'est pas complètement respecté au début. Juste parce que tu vois 3 femmes au début, tu te dis c'est un pacte. Il y a beaucoup d'importance. Mais bon, on va pas rester là-dessus. Vas-y, Jackie, qu'est-ce que t'as pensé du film? Je crois que t'es négatif, toi. Alors, moi, j'ai tué le film sur Letterboxd, sincèrement. Parce que, oui, voilà. Alors voilà, ça c'est ça, la nouvelle génération. Voilà, la nouvelle génération, c'est tuer les films salle sur de cinéma, Letterboxd, ça clash. T'es trop inspiré par Pascal Pro, là, je crois. C'est un petit tweet, peut-être? Non, c'est bon? Je vais mettre ma critique sur couture. Moi, je l'ai mis 2 étoiles. Je vais rapidement un petit peu comme lire, mais j'ai mis 2 étoiles parce que... T'as mis quoi sur le dîner de con, sur Letterboxd? Tant que tu nous dis les étoiles. J'ai adoré, rigole pas, j'ai adoré, ok? Mais j'ai mis 2 étoiles parce que les thématiques dont le film parle, c'est vraiment très touchant. Moi, ça m'a touché, du coup, voilà, je sais pas trop comment dire, mais c'était vraiment sympa, c'était quand même bien amené, c'est pas forcé, ça vient en douceur, tout ça, mais après, tout le reste, pour moi, c'est non. Moi, c'est comme pour tous les films de la semaine, j'avais pas vu les bandes annonces ou quoi, je suis allé comme ça, et puis vas-y, je découvre. Et en fait, Louis Garrel, je l'ai détesté tout le long du film.
J'arrive pas à me le piffrer. Louis Garrel, je ne peux pas. Je n'aime pas en tant qu'acteur. C'est même dans Les Trois Mousquetaires. Dans Les Trois Mousquetaires. Mais là, c'est personnel. C'est pas comme si c'était son meilleur rôle. Alors, même là, en fait, j'ai envie de le tarter tout le long du film. Et je sais même plus de quel film je parle. Dans Les Trois Mousquetaires, on a envie de le tarter parce que son personnage est comme ça. Mais là, je comprends pas pourquoi. Là, en fait, dans ce film, je trouve qu'il a aucun charisme, aucune émotion. C'est-à-dire que. Mais là, c'est du jugement personnel, un peu. Oui, non, mais là, maintenant, je vais aller sur son rôle, sur son métier d'acteur. Il lit son texte. C'est-à-dire que tous les moments où on le voit, c'est dans Les Trois Mousquetaires, pour le coup, il jouait vraiment. On parle de couture. Oui, mais je donne un truc de comparaison, mais dans Les Trois Mousquetaires, vraiment, il jouait la tête à claque, il jouait l'idiot, le roi qui se croit tout permis et tout. Là, dans Couture, pour le coup, en fait, c'est juste, il a appris son texte. Il le récite devant la caméra. Mais et une fois que la caméra mais il a juste un jeu simple. Il a fait son métier. Il a fait son métier. Mais non, mais c'est pas un jeu simple. Tu regardes l'innocent. On regarde l'innocent. Il a pas grand chose à jouer dans ce film-là, c'est vrai. Oui, mais après, de là dire que c'est quelqu'un qui récite bêtement son texte, je trouve. C'est ce que j'ai trouvé. Et après, le film moi, j'ai mis sur Letterboxd que le film veut prouver. Il est tout le temps dans le mode, regardez, on fait des plans un peu stylés et tout, alors que des fois, c'est long pour rien. Il y a des scènes qui durent où il se passe littéralement rien et c'est pas le cinéma de Winocourt. Toi aussi tu veux prouver en flexant sur ton Letterboxd. Ouais, voilà, mon Letterboxd il est à chier. Alors non, même pas. Mais en fait vraiment c'est juste regardez, on fait des plans stylés, on a une belle cam. Tu peux utiliser cet argument pour 95% des films en fait. Oui, mais là c'est le seul dans lequel je l'ai ressenti quoi. Bon. Mais en fait voilà, c'est Salvatore, est-ce que voir Angelina Jolie chez Darty ça faisait partie de ton bingo de l'année? Pas vraiment. Non, t'as pensé quoi de Couture? Moi je l'ai pas vu. Ah, tu l'as pas vu, c'est vrai. Ah, ben oui, c'est vrai que tu l'as. Parce que tu m'as ajouté dans l'émission au dernier moment aussi. Oui, c'est vrai. Bon. Tu voulais. Ah, toi, ça t'a fait réagir, Darty. Angelina Jolie à Darty, moi, à la fin, j'ai regardé ma copine, j'ai fait sérieux là? Vraiment c'est-à-dire qu'ils ont vraiment fait tout le film pour juste dire regardez, on a foutu Angelina Jolie à Darty. Non, ils l'ont pas fait pour ça, mais c'est. Il y en a gros sur la patate. Ouais, je peux pas voir ce film. Je peux plus. On l'a quand même un peu défendu autour de la table. Moi, j'ai plutôt apprécié comme vous. C'était une belle semaine. D'ailleurs, si vous avez raté le début de l'émission parce que vous en battez les couilles de The Cinema Show, eh bien, changez de station parce que vous n'êtes pas au bon endroit. Hein. C'est l'heure des tops et flops. C'est surtout l'heure des tops, hein. Les flops, c'est en début d'année. Donc, on commence par le top 1 de chaque chroniqueur, puis viendra le top 3 de l'équipe de TCS. Eh bien, Salvatore, ton top 1 de la semaine. Marty Suprême. Oksana. Je crois que j'ai mis Rêve américain. C'est ça. Jonathan. Marty Suprême. Jackie. Marty Suprême. Le Rêve américain. Et moi, c'est Marty Suprême. Marty Suprême gagne sur nous 5. Est-ce qu'il va gagner pour le top général de TCS? On va voir ça tout de suite. En troisième position, on retrouve une égalité avec Couture d'Alice Winocourt et le mystérieux regard du flamant rose de Diego Cepeda. Vous allez nous en parler juste après, Hugo. Salvatore et Jonathan. En deuxième position, c'est le rêve américain d'Anthony Marciano. Et c'est bel et bien Marty Suprême de Josh Safdie qui finit en première position. Et encore, je pense qu'il finira vraiment dans le top de l'année. Est-ce que vous avez vu d'autres films cette semaine autour de la table? On va commencer par le mystérieux regard du flamant rose. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Oui, moi j'ai trouvé ça vraiment très chouette. C'est un très beau conte initiatique avec des touches de mystère un peu dans le nord du Chili. C'est un film qui évoque le sida aussi dans les années 80, mais avec un ton assez singulier, une ambiance un peu western, avec beaucoup de mystère. Ça va chercher un peu dans la touche fantastique, touche western. C'est vraiment un genre de film qu'on voit pas toutes les semaines au cinéma, par le regard singulier qu'il dévoile, et du coup moi je trouve que ça vaut le coup d'œil rien que pour cette belle singularité. Et on parlera pas des autres films parce qu'on a plus le temps. Non, je rigole. Iron, vas-y Hugo, pardon. J'ai pas trop aimé, mais après moi ma séance elle remonte un peu donc j'ai plus trop de souvenirs, mais non, j'avais trouvé le film un petit peu longuet, un petit peu froid, et donc au final j'étais un petit peu resté à côté. Qui a vu Iron Lung de Marquis Player? Je crois que tu l'as vu, non? Y'a personne qui l'a vu autour de la table? Je crois que j'avais noté. Avec 2 séances aussi. Un monde fragile et merveilleux de Cyril Harris. Oui, très très beau aussi. C'est un film qui parle de l'amour à l'épreuve de la guerre et des situations catastrophiques comme le Liban est actuellement. Et du coup c'est un film qui surligne beaucoup ses effets dramatiques, mais du coup le film est quand même très entier, très vivant. Il se passe vraiment plein de choses assez émouvantes, et du coup je le recommande parce que c'est vraiment un très beau film aussi. Cyril Harris, il avait pas fait le making of de Costa Barbara Lebanon? C'est ça. C'est ça. Et il y a Monia Huckel qui est dans le film, non? Alors,
Bonne question. Bonne question. Bon, cherchons. Et moi j'ai vu Cold Storage avec Joe Keery et Liam Neeson. C'est une série B un peu beaucoup ratée. C'est jamais drôle, jamais effrayant. Passez votre tour. C'est pas écrit par David Koepp en plus. Et c'est écrit par David Koepp. Ouais. Chute libre. Alors vous aussi, vous avez toujours pas rempli vos pronos pour la cérémonie des Césars. Je crois qu'il y en a autour de la table qui l'ont pas fait d'ailleurs. C'est pas bien. Moi j'ai fait. Bon, en tout cas, l'équipe de TCS va vous offrir ses pronos pour être sûr de pouvoir vous la raconter dans 2 jours en disant chérie, devine quoi? Grâce à TSCS, j'ai fait un joli 4 sur 24 au prono des Césars. C'est Maxime, ça. Ne le remerciez pas. Ce jeudi 26 février, c'est donc les Césars en direct sur Canal+ depuis l'Olympia. Comme tous les ans, on aime vous faire jouer en pronostiquant donc les gagnants des différentes catégories. Pour vous aider, j'ai réuni la crème de la crème des chroniqueurs et chroniqueuses, à savoir donc Salvatore, 10 bons pronos sur 24 l'an dernier, c'était génial. Jackie et Jonathan, j'ai aucune info sur votre capacité à sortir des bons pronos, voilà. Et Oksana, 4 bons pronos sur 24 en 2024. Slay. En clair, on va vous dire des trucs. Faites l'inverse. Voilà. Il y avait une année, je crois que j'avais fini 2e. Hein. Ah putain, alerte rouge. Non mais on le voit même pas sur la vidéo. Alerte rouge parce qu'il y a Maxime qui est là. On a parlé des pronos, alors du coup moi je viens juste gratter les bons pronos pour pas faire le score de l'année dernière, c'est tout. Quelle rapace. Donc plus sérieusement, Nouvelle Vague s'annonce comme le favori, en tout cas au niveau des nominations avec ses 10 citations, mais comme vous le savez, c'est pas toujours le plus nommé qui l'emporte à la fin. Marty Suprême au BAFTA. Déjà pour vous autour de la table, qui va remporter le César du meilleur film? Pour rappel, sont nommés L'Attachement, Dossier 137, Nouvelle Vague, La Petite Dernière et Un Simple Accident. Vous misez sur qui? J'ai vu aucun des films. T'as pas besoin de voir les non films. Plus, mais moi j'ai envie de dire Dossier 137. Voilà. Bah, Dominique Moll l'avait lu il y a 3 ans, donc c'est vrai que c'est un petit peu évident, mais non, mais oui, mais justement, c'est ce que. Mais je sais pas. Écoutez-vous. Nouvelle Vague, je me dis, ça peut être une possibilité parce que justement, c'est un film qui parle de cinéma. Et d'un autre côté, Un Simple Accident, je me dis, ça, étant donné en plus l'enfermement récent là, de Jafar Panahi, ça peut être aussi un prix politique important, d'autant plus que la France a fait en sorte de pouvoir le récupérer pour eux, pour qu'ils puissent aller à plein de cérémonies, des festivals, des trucs comme ça. Et moi j'ai mis une petite pièce sur La Petite Dernière de Avia Herzi. Je pense que au niveau des thématiques et c'est une belle cote. C'est une belle cote. Je pense qu'au niveau à la fois des thématiques et à la fois aussi de la carrière d'Avia Herzi qui est quand même en train de monter sensiblement, je mettrai une petite pièce sur ce film. Donc on est 2 pour Dossier 137. Toi t'es pour La Petite Dernière. Hugo, Salvatore, Un Simple Accident. Et toi Oksana? Je me prononce pas sur la question. Tu te prononces pas? T'es là pourquoi en fait? Carte blanche. Voilà. Elle vote blanc. Elle vote blanc. Voilà. C'est quoi ce bordel? Meilleure réalisation, on va enchaîner là-dessus. On va pas toutes les faire bien sûr, mais Karine Tardieu est nommée pour L'Attachement, Dominique Moll pour Dossier 137, Stéphane Desmoustiers pour L'inconnu de la Grande Arche, Richard Linklater pour Nouvelle Vague, Avia Herzi pour La Petite Dernière. Jonathan il va nous dire Avia Herzi. Moi je pense qu'elle a fait le doublé. Puis il serait temps aussi qu'un César du meilleure réalisation soit attribué à une femme qui a fait un film magnifique en plus cette année. Donc tout pareil. Donc, est-ce que ça serait pas le temps, le moment venu? En fait c'est vrai que la sélection cette année a l'air plus faible. Donc moi je la trouve très faible même. Même s'il y a des films que j'aime bien, mais je trouve que comparé à d'autres années, le cinéma français n'a pas été le plus inspiré. Ouais, mais c'est surtout en fait il y a des bons films, mais plus dans les catégories intermédiaires, pas dans les catégories principales. Parce qu'il y a beaucoup de premiers films qui ont été très séduisants cette année et effectivement ils n'ont pas la place dans les catégories reines. Les autres autour de la table, donc Avia Herzi, toi Oksana, Avia Herzi, tout pareil sur ça. Comme lui. Comme lui là-bas. C'est ça. Raquette rouge. Exactement. Je verrais bien Dominique Moll ou Stéphane Demoustier. Stéphane Desmoustiers, son film, il est même pas nommé en meilleur film. Ouais, justement, c'est pour ça que je dis ça. Moi j'ai envie de dire Stéphane Demoustier aussi. Moi j'avais adoré L'inconnu de la Grande Arche. Pour oui, mais c'est pas sur tes goûts, c'est les goûts des autres là pour le coup. Mais lui il est égoïste. Moi je mise sur Richard Linklater, même si je pense pas effectivement qu'il va gagner beaucoup de choses. Je le vois bien sur la photographie parce qu'ils vont récompenser le procédé de reconstitution en vrai. Oui. Bah, moi j'ai misé sur Nouvelle Vague, mais pas sur le son aussi parce que il fait les effets spéciaux peut-être.
J'aimerais bien. Ça va être chien 51, je pense. Ouais, mais c'était quand même. S'ils le font à l'américaine, ça va être chien 51. En tout cas, il avait gagné aux Lumières, Richard Linklater aussi. C'est pas un indicatif comme les Golden Globes pour les Oscars en France. Hein. Mais il y a un monde peut aussi bouger, où, mais bon. Bon là, Jafar Panahi n'est pas nommé, mais il y a un monde aussi où un simple accident rafle pas mal de prix aussi en fonction de la situation politique aussi du pays. On va se faire meilleure actrice et meilleur acteur quand même. Donc meilleure actrice, vous avez dit qui? Leila Bekti, Valeria Bruni Tedeschi, Léa Drucker, Isabelle Huppert, Mélanie Thierry. Sans conviction, Léa Drucker, moi. Bah, sans conviction aussi, ouais, Leila Bekti. Moi aussi, je mets sur Leila Bekti. Pareil, 3 pour Leila. Tout pareil. Sauf qu'on a dit 2 personnes. On a dit 2 Leila, laquelle? Donc celle-là, si la carte blanche te fait chier, si l'émission te fait chier, tu peux prendre ta raquette de ping-pong et faire un petit match avec Maxime à côté. Voilà. Maxime peut te remplacer si tu veux. Non, je suis la seule femme, ça va. Hein. Meilleur acteur, Claes Bang, Bastien Bouillon, Laurent Lafitte, Pio Marmaille, Benjamin Voisin. Qui vous voyez l'emporter? Alors là, Claes Bang. Moi, après, j'ai adoré sa performance, mais je trouve qu'il était vraiment exceptionnel. J'espère le voir gagner quand même. Donc dans l'inconnu de la Grande Arche, toi, t'as dit Pio Marmaille pour l'attachement. Ouais, j'adore. Sans l'avoir vu, je vais dire Benjamin Voisin dans L'étranger, même si j'ai pas vu le film, mais je sens que la cote. Et puis je vois pas, enfin aucun des Claes Bang est intéressant dans le film, mais je vois pas les autres acteurs m'ont pas marqué. Bastien Bouillon, je suis pas un immense fan de son jeu et d'en partir un jour d'autant moins. Donc, on a dit plein de noms là, Oksana, va falloir trancher. Tu pars sur qui? Tout pareil. Tu peux redire les prénoms? Bastien Bouillon, Claes Bang, Laurent Lafitte, Pio Marmaille et Benjamin Voisin. Bah, vu que c'est pas que Pio Marmaille, ça ressemble un peu Piu Piu, moi ça me va. Je me sur la justification et après, elle attaque mes lancements. Non, mais après, attends, par contre, si Pio Marmaille gagne, c'est le meilleur call de l'histoire. Voilà. Vous êtes sur l'émission de cinéma. Non, mais imagine sur scène, ils disent alors, meilleur acteur, c'est bientôt Pâques, Piu Piu, Pio Marmaille. Moi, j'aurais adoré gagner. J'aurais adoré. Comme quoi, tu pourrais être remettante au César. Il faut un sketch cringe en plus. Si on se faisait le meilleur film d'animation. Arco. Bah ouais, attendez. Allez, catégorie suivante. Il y a un petit monde où Amélie peut le. Non, ouais, mais il faut l'aider pour les Oscars. Ouais, mais les deux sont aux Oscars. Ouais, mais il faut aider plus Arco. Mais je pense que c'est Arco il a plus de chance. Oui, largement. Meilleur premier film. Moi, j'aime bien cette catégorie. Qui vous voyez en meilleur premier film? Arco est donc nommé L'épreuve du feu, Nino et La Pampa est partir un jour. Moi, mon cœur va pour L'épreuve du feu que je trouve vraiment magnifique. Après, est-ce que ça a touché à ce point peut-être Nino qui peut l'emporter Bah, si je rejoue un petit peu comme ils ont fait l'année dernière avec 20 dieux, La Pampa peut aussi fonctionner, je pense. La Pampa peut fonctionner, effectivement. Nino, il a eu des excellentes critiques aussi. Ça fait plusieurs années que, limite, je trouve que la catégorie meilleur film est plus intéressante que la catégorie meilleur film. On fait meilleur film étranger? Oui, allez. L'agent secret, Black Dog, Sirat, Une bataille après l'autre, aux valeurs sentimentales. Alors je pense que, mais après faut se mettre. Chacun à votre tour. Salvatore, t'as dit une bataille après l'autre. En fait, je partais sur Une bataille après l'autre, mais je me dis qu'ils seront peut-être plus sensibles à valeurs sentimentales. Jonathan. Moi, je pense que je les ai très peu vus récompenser des films américains en meilleur film étranger et que ça peut. C'est rare. Ça peut. Mais après. Mais je pense que c'est pour cette année. A tellement, fait l'unanimité, on va dire, que ce soit critique et public, que je pense que devrait gagner. Mais c'est vrai que petite carte sur Sirat, moi je dirais. Ah sur Sirat. Oui, pourquoi pas. Hugo. Une bataille après l'autre. Pas de débat pour moi. Et Jackie, il va être pourquoi? Une bataille après l'autre. Ah aussi, pas d'accord. Hugo et Jackie sont d'accord. Et toi, Oksana? Pio Marmaille. Meilleur film étranger, Pio Marmaille. Voilà, exactement. Non, je passe mon tour, quoi. Enfin, voilà. Est-ce que là, vous avez une dernière catégorie comme ça au pif que vous voulez faire? Ah bah j'aimerais qu'on parle quand même de la catégorie du meilleur second rôle masculin, c'est n'importe quoi. Oui, d'avoir mis 3 acteurs du même film. Donc effectivement il y a 3 acteurs de l'inconnu de la Grande Arche, donc Swan Arlo, Xavier Dolan, Michel Faux, et il y a aussi Pierre Lotin pour l'étranger et Raphaël Personnaz pour La femme la plus riche du monde. Aussi bon qu'il est dans le film, et là même pas 10 minutes, c'est même pas un rôle secondaire, c'est un rôle tertiaire. C'est ça. Oui. En fait je trouve ça catastrophique pour les autres films, c'est vraiment une manière de dire on a tellement pas trouvé d'autres acteurs bons en second rôle, bah on va
va en mettre 3 du même film. Je trouve que c'est n'importe quoi. Alors, il y a Maxime qui veut intervenir. Le mec, juste, il est littéralement en train de faire ses pronos en même temps et en train de me voler le micro. Alors, il s'en fout. Déjà, oui. Et moi, je tiens à dire, alors, il apparaît peut-être pas beaucoup à l'écran, mais il faut quand même rappeler que celle qui a eu le César de la meilleure actrice dans un second rôle dans l'histoire de Soleiman, elle est apparue 10 minutes à la fin aussi. Oui. Donc, c'est possible. Merci, Maxime. Tu peux aller retourner faire des blagues sur Anne Frank qui est à côté, s'il te plaît. Allez. Bon, c'est vrai que Non, c'est un si, on n'a bordel. pas parlé des révélations. Ah, mais vite fait, chier, vite fait. Ton quiz il est court alors. Oui. 20 minutes. Bah alors, meilleur espoir féminin, Manon Clavel, Suzanne Lindon, Nadia Meliti, merde, c'est de la merde, Camille en fait. Rutherford Non. et Anya Verderosa. Je pense que c'est Nadia Meliti Il qui y va a l'avoir. aucun monde où elle l'a pas. Mais oui, elle a gagné le prix d'interprétation à Cannes. Ce qui pour une première performance, c'est quand même Elle assez est énorme. incroyable. Oui. Moi, je vois pas comment on peut passer à côté d'un joyau brut comme T'as ça. d'autres bonnes idées, Salvatore, ou pas? Bah, il y avait masculin, mais. Masculin. Non, c'est bon. Ouais, allez, on passe à la suite. J'ai eu la flotte de lire les noms, mais Maxime il devra les lire la semaine prochaine pour l'émission Débrief, puisque c'est lui qui l'animera. Et j'espère que vous y voyez quand même plus clair pour faire vos pronos. Faites vos pronos. Oui. C'est sur Instagram, là, sur la page TCS, vous pouvez les faire. Maxime, il est en train de les faire à l'heure actuelle. Partout, c'est affiché partout. Il aura dans 4, Montpellier, hein. Il y a des QR codes partout. Partout. Faut le faire. Et donc la 51e cérémonie des Césars présentée par Benjamin Laverne, c'est demain à 20h30 en direct et en clair sur Canal+. Quel est ce savant, messieurs? Oui, savant de Marseille. Est-ce que Stevie est-il prêt? Je vais répéter la question. Oui, non. Oui. Oui, Frédéric, je ne sais pas. Quel est le prénom du vieux Non, j'ai essayé de faire Laurent Ruquier, c'était un échec. C'est pire que les interventions de Simon. Hein. Yes. Allez, C'est la place qui veut ça. À ma gauche, exactement. à ma Pourtant, gauche Maxime, il est jamais assis Hugo là. et Jonathan avec Hugo en chef d'équipe. Let's go. À ma droite, Oksana et Simon avec Oksana en chef d'équipe. Coup dur. Allez, première question, vous en avez l'habitude, le titre du quiz là, maintenant tout de suite on réfléchit pas. Le quiz suprême. Quiz suprême aussi pour nous. Quiz suprême, c'était Quizture. Raté, personne C'est n'a nul. le point. C'est sérieux ça? C'est T'es guess sérieux de ouf. Oh, Bah, c'est le quiz et on en reparle. Le pire, c'est que t'as fait exprès en plus, je suis sûr. Ouais, parce que oui, je me suis dit c'est trop facile. Le coup quiz. Ah oui, non, mais bon, en toujours fait, plus, cette question c'est juste ne trouvez pas la réponse.com. Comment s'appelle le quiz? Tu m'as pas dit d'accélérer? Ouais, bon. Oh le Allez, rageux. musique de film, dans quel film entend-on cette musique? Les Éternels. Les Éternels, tout à fait, Simon. Ça fait donc 1 pour Avec Oksana Angelina Jolie. et Je suis Simon. contente d'être Voilà, dans les ton Éternels de équipe. Kurosawa avec Angelina Jolie. En or ou en bois, je vais donc vous donner des infos, à vous de retrouver si elles sont en or ou en bois. Marty Suprême devait originellement se terminer en révélant que le personnage de Kevin O'Leary était un vampire et celui-ci devait mordre Marty. En or. Bah, ça se passe dans le film en fait, ça c'est dans le film. En or. Donc moi je dirais Non, en or. il ne mord pas dans le film. Non mais En or il dit clairement je suis né en 1601, je suis un vampire. C'était effectivement en or, chaque équipe a le point, ça fait donc 2 à 1. J'ai trouvé d'ailleurs ce passage vraiment brillant. De pouvoir le laisser dans le film. Qui a été improvisé par ailleurs. Et en fait, des prothèses avaient été prévues pour vieillir Timothée Chalamet. Et en fait, la scène a été. Donc, du coup, c'était la scène qui, effectivement dans le futur. Et en fait, tu devais avoir Kevin O'Leary qui revenait pour mordre Marty et confirmer qu'il était vraiment un vampire. Et au final, l'idée a été abandonnée. C'est un 24, je cherche pas. Oui, c'est. C'est les surtout Savy. Josh Savy qui. C'était dans la droite lignée du générique de début à mes yeux. K-pop Demon Hunters a été ajouté à la collection Criterion. En or. Avec le bed j'ai kiffé. Ouais. Pourquoi pas? Là, je sais pas du tout. En or. Pour l'édition, En pour or. sortir une édition DVD. Effectivement, c'était en or. Donc il y a 3 à 2 pour Oksana et Simon. Pour rappel, la collection Criterion vise à collecter et distribuer les plus grands films de l'histoire du cinéma. Et enfin, dernière en or en bois, une suite à Marsupilami est déjà en préparation. Oh, c'est sûr que oui, mais c'est gay. Ça n'a pas été annoncé, je pense, mais après. On était à l'avant-première, ils ont dit des ça n'a pas choses. été annoncé. Non, ouais. Donc, En bois. En bois, ok, bah c'était effectivement en bois. Il y a 4 à 3, toujours pour Oksana et Simon. Je peux balancer une anecdote concernant Marsupilami? Non. De toute façon, j'étais à la même avant-première que toi, mais C'est ceci vrai. dit, ça ne saurait tarder. Allez, qui a dit cette citation? Je n'ai pas l'habitude de parler devant beaucoup de monde et vous êtes plutôt nombreux. Mais ma tante Lucie dit qu'on doit toujours affronter ces Paddington. peurs. Paddington, effectivement, qui remettait donc un BAFTA durant la cérémonie s'étant tenue ce week-end. Il y a 4 partout. Donc Guillaume Gallienne, c'était bon si on disait Guillaume Gallienne. Bah non, parce que c'était Ben Whishaw techniquement. Nouvelle question cette semaine, la filmo. Je vais vous lister une filmographie d'un acteur ou d'une actrice qui est dans un des films de la semaine. À vous de le retrouver.
Pour 3 points, le porteur de cercueil, l'armour extra large, pile et face. Gwyneth Paltrow. Gwyneth Paltrow, putain, il met 3 points d'un coup, il est fort. Il me l'a volé. Il y a 7-4, c'est très fort. Allez, coup spécial. Il l'a gardé pour la fin, Iron Man. Oui, bah oui, je me doute. Oui, c'était Seven, Iron Man, Martyr suprême. Allez, quiz spécial cette semaine, puisque Timothée Chalamet était dans un des films de la semaine, l'occasion de concocter un quiz autour du vert au cinéma. Et oui. La couleur verte. Oui, la couleur verte parce au cinéma. Il est fan de Saint-Etienne. Ah oui. Timothée Chalamet. Allez, qui c'est celui-là? Dans quel film peut-on retrouver ce personnage? Frank Thorne. Le Grinch. Non. J'allais le dire. C'est mon seul personnage vert. De quoi? T'as dit quoi? La ligne verte. Non. Si c'était ça. C'est un film qui se passe en 2022, mais qui est bien plus vieux. En 2022? Oui, The Green Hornet. Non, c'est pas Metropolis. Non. Retour vers le futur. Non. C'est un film, un film d'anticipation, du coup. Total Recall. Le mot vert est dans le titre, hein. Le soleil vert. Soleil vert, effectivement, de Richard Fleischer. C'est le nom du personnage de Charlton Heston. Super le nom. Ça fait donc 7-5 pour Oksana et lui qui Simon. va critiquer un classique. Une réplique, un film. Dans quel film peut-on retrouver cette scène? Le Grinch. Le Green Hornet. Non. Je comprends pas l'anglais. La ligne verte. Non. C'est pas un film. C'est un film où le vert est dans l'ambiance, quoi. Wicked. Non. Seven. Non, c'est pas Seven, mais on est dans la Zodiac. photo. Non, dans la photo. Fight Club. Non, pas Fight Club. On est dans à peu près dans la même. On entend rien, les gars. Bah monte le son. Batman The Dark Knight. Non. Mr. Anderson. Matrix, effectivement. 8-5, oui, c'est la scène de l'interrogatoire de Neo au tout début du film. Et oui, le vert. Et non, Matrix, comme aurait dit Maxime. Allez, c'est pour ça qu'il est pas au quiz. Le jeu des synonymes, je vous donne un titre où j'ai remplacé tous les mots par des synonymes. À vous de retrouver le film. La droite de la couleur primaire opposée au rouge et au bleu. La ligne verte, tout à fait, Simon. Dans sa tête, 9-5 pour Oksana et Simon. Merci de Québec, ça va aller très vite. Le frelon vert. Et ce Green Hornet. Ce Green Hornet de Michel Gondry. 10-5, c'est la piquette. Merci Sens Critique, je vous lis une critique que j'ai trouvée sur Sens Critique, à vous de retrouver le film. Je me suis rarement ennuyé au cinéma. Le Grinch. Non, et je n'ai jamais été aussi proche de quitter la salle que pendant ce film. Interstellar. Non par révolte, mais parce que je me disais que plein de choses plus intéressantes à faire. C'est pas très français comme c'est écrit. Comme ranger mes chaussettes ou compter les rayures verticales de mon papier peint. J'ai vécu le film comme une succession mal rythmée de féeries mollement parodiées. Non, d'action maladroitement. Non, animée. Wicked. Non, de gags scato et de romances niaiseuses avec une bonne brouette de bons sentiments et de techniques à la rue. Amélie Poulain. Non. Mais quoi? À sa sortie, était déjà hué par les professionnels pour la piètre qualité de son rendu. J'ai vraiment trouvé que les péripéties et les dialogues tombaient à plat. Non, et je ne connais pas grand-chose. Pensez à un personnage vert. Pas grand-chose de plus pathétique qu'un film comique qui n'arrache pas qu'un occasion. Flubber. Shrek, c'est une bonne réponse. Oh wow. 10-6. Même lui, il est surpris. Non mais lui, Jonathan, personnage vert, il pense à Flubber. Oui. Jonathan. Question casting. Allez, question casting. Geoffrey Rush, Michael Clarke Duncan, Tim Robbins. Non, Tim Robbins. Ah, ça pourrait être, mais c'est pas ça. Pour 3 points. Discours d'un roi. Non, pour 3 points. Les évadés. Non, pour 3 points. Peter Sarsgaard, Angela Bassett, Taika Waititi. Non. Pour 2 points, Temuera Morrison, Clancy Brown, Mark Strong. Non, pour 1 point. Non, pour 1 point, Blake Lively et Ryan Reynolds. Deadpool. Non. Green Lantern. Et oui, Green Lantern, tout à fait. 10-7, c'est une petite remontada à gauche. Allez, pas tourner. Lequel de ces acteurs ou actrices n'a jamais joué un personnage à la peau verte? Mila Kunis, Benedict Cumberbatch, Robin Williams ou Mary Elizabeth Winstead? Il y a leurs photos qui vont s'afficher. Ça va arriver. Je les répète, Mila Kunis, Benedict Cumberbatch, Robin Williams ou Mary Elizabeth Winstead. Flubber, Robin Williams. Il y a leurs photos. J'ai oublié la question de qui n'a jamais joué de personnage vert? Benedict Cumberbatch. Ok, j'ai Benedict Cumberbatch ici. Il va me falloir une réponse. Bah, vas-y, on va. Bah non, pas Benedict Cumberbatch. Non, le troisième, non, le quatrième, la Mary Elizabeth Winstead. Okay, non, la première, Mila Kunis. Benedict Cumberbatch, il a fait le Grinch. Alors, Mary Elizabeth Winstead reprend le rôle d'Hera Syndulla dans la série Star Wars Ahsoka. Benedict Cumberbatch a effectivement fait la voix du Grinch dans un film d'animation par Illumination. Et Mila Kunis joue la méchante sorcière de l'Ouest dans le monde fantastique. Robin Williams, t'as pensé à Flubber, mais il a jamais joué le personnage vert. Voilà. Oui, donc personne n'a le point. Musique de film, dans quel film peut-on entendre cette musique? Ah putain. C'est un Marvel, ça. Captain Marvel. Non, pas Captain Marvel. Les Gardiens de la Galaxie.
Ouais, 3. 3, effectivement. 10 Pourquoi je l'ai pas ? Putain, j'ai un pull Marvel. Et oui, il fallait bien caser James Gunn à un moment. Bon, on termine ce quiz sur 10 à 8, on arrive donc à notre duel time, et c'est donc Oksana qui aura la main et qui choisira son thème. Il fallait pas faire ça. Tu as le choix entre la question. de les finir. Tu as le choix entre la question référence ou la question habitation. Oh bordel. Et oublie pas, c'est le vert le thème. Mais bon bah foutu pour foutu, référence. Référence. Avec très peu de. Lequel de ces films ne fait pas référence directement à l'AS Saint-Étienne? J'ai envie de pleurer. Désolé Simon. J'ai envie de me foutre en l'air. Les Seigneurs d'Olivier Dahan, La haine de Mathieu Kassovitz, Stillwater de Tom McCarthy ou L'amour ouf de Gilles Lelouch. Imagine le cinéphile pour savoir cette Stillwater. Laquelle donc quoi? Ne fait pas référence directement à l'AS Saint-Étienne. Stillwater de Tom McCarthy, je note. Peut-être que le film est basé sur ça, c'est le seul que j'ai pas vu. Il y a une scène au Vélodrome et Marseille joue contre Saint-Etienne. Hugo, il te reste donc la question habitation. Okay. Lequel de ces acteurs ou actrices n'a jamais résidé à Saint-Etienne? Louis de Funès, Muriel Robin, Jean-Paul Belmondo ou Cadmerade? Mais c'est quoi ces questions de con? Il y en a 3 qui ont habité à Saint-Etienne parmi ceux-là. Attends. Je te le répète, Louis de Funès, Muriel Robin, Jean-Paul Belmondo ou Cadmerade? Belmondo. J'espère qu'il est pas original là-bas. Je note. Alors Oksana, tu m'as dit que Stillwater avait pas de référence à Saint-Étienne. Alors dans Les Seigneurs, le personnage de José Garcia est l'ancien entraîneur de Saint-Étienne. Dans L'Amour ouf, on peut voir un album Panini avec des joueurs de Saint-Étienne. Et dans Stillwater, Matt Damon va effectivement voir au Vélodrome un match OM ASSE. Donc vous perdez 3 points et vous redescendez à 7. Mais l'OM gagne dans le film, donc dans ta gueule. Oui, et on ça voit compte pas du coup. Et Hugo, sache que Louis de Funès emménage à Saint-Étienne en 1936 et il a même fêté son premier mariage en 43. Super. C'est bon, t'avais dit Belmondo. Muriel Robin est née à Montbrison, tout comme votre serviteur, avant d'emménager sur Saint-Étienne pendant son enfance. Et Cadmerade a grandi pas loin et se dit même fan de la SSE. Vous reprenez 3 points. Putain, on a gagné. Alors il faut savoir que pour la petite anecdote, Belmondo n'a jamais vécu à Saint-Étienne. En revanche, une statue sculptée par son père représentant la déesse Ariane endormie est visible place du Peuple. Si jamais vous Elle est complètement con cette anecdote. Allez. C'est donc une victoire assez surprenante de Jonathan et Hugo. Putain de poteau carré. Navré. J'ai appris à côté des meilleurs. Merci Salvatore pour ce quiz qui était très. J'avais écrit conneries à ajouter, très vert. Voilà. Alors si je peux me permettre de te donner un conseil, c'est oublie que t'as aucune chance, vas-y fonce. On sait jamais, sur un malentendu ça peut marcher. Toutes les semaines, l'équipe de TCS et moi-même vous faisons peur d'un coup de cœur plus ou moins lié au cinéma. Petit tour de table. Jackie, on commence par toi. Et ben moi ça va être la série Wonder Man, voilà, sortie en début d'année, première série du MCU de cette année, qui est très sous-cotée quand même, alors qu'en vérité... très sous-cotée? Ça va, c'est pas terrible. Non, c'est bien, moi j'ai trouvé ça très bien. Ça va, franchement ça va, le MCU nous a habitués à 10 fois pire. Faut être franc. Oui. Et du coup, franchement, c'est une bonne série qui sort un peu du lot, qui se veut pas trop attacher quand même, en plus à tout le bordel que c'est l'univers Marvel. Donc moi, je trouvais ça quand même bien cool. Ouais, moi j'ai trouvé que c'était bien aussi. Merci. Jonathan. Le monde commande un peu de douceur et de bienveillance en ce moment. C'est pour ça que je vais vous donner votre petite dose du mois avec la magnifique série Somebody Somewhere de Anna Boss et Paul Turenne. C'est un petit bijou de simplicité, de situations du quotidien sublimées par des personnages magnifiques et magnifiquement écrits. Vous me remercierez plus tard pour le petit cadeau. Le mec, Lego quoi. Lego. Et pas Playmobil. Fox, je suis fatigué. J'aurais pas Il y a Maxime à côté de toi, les gars, je suis en roue libre aujourd'hui, c'est pas moi qui aurais dû annuler. On dirait un vieux de 40 ans. Oh, je suis en roue libre aujourd'hui, dis donc. Pardon. Respecte-moi, 40 ans c'est dans pas longtemps, c'est dans 10 ans. Je suis désolée. Dans 9 ans maintenant, dans 9 ans. C'est dans moins. Dans 9 ans. Ça arrive vite. Oksana, écoutez, si vous êtes aussi vieux que Simon, ou moins jeune, ou plus vieux, ou enfin bref, voilà, si vous avez tout âge. N'importe qui, donc ta vanne elle marche pas. C'était pas une vanne, mais c'était un petit acte bien placé, mais mal fait. Bref, passons. J'ai une amie du coup qui lance son espace bien-être, qui fait pas mal de massages. Voilà. Donc si vous avez envie de vous décompresser après les vannes pourries de Maxime, Simon et toute autre personne, allez-y, c'est à Juniac ou à domicile. C'est Colline Bonnet qui le fait. Elle fait aussi beaucoup de massages énergétiques ou des massages pour les femmes enceintes ou pour les personnes qui ont des problèmes menstruels. Donc les filles, franchement, allez-y, c'est super. Et puis c'est sympa, quoi. Hein, t'as pas dit non, c'est les doigts de fée. C'est les doigts de fée, merci. Et vous le remercierez plus tard. Exactement. Et tout est en description. Exactement. Salvatore.
Qu'est-ce que tu nous recommandes? Alors moi, ma reco est tombée à l'eau, donc je vais vous recommander Fortnite. Non, en vrai, on a fait beaucoup de cases sur Fortnite. Il y a beaucoup de problèmes effectivement avec ce jeu, mais il y a aussi beaucoup de bonnes idées, notamment sur son mode créatif qui regorge parfois de petites choses hyper intéressantes. Et comme l'avait dit, je crois que c'était Yanis la semaine dernière, mettre de l'argent dans Fortnite, c'est mettre de l'argent dans l'Unreal Engine, et il permet de faire des choses formidables comme le dernier clip des Daft Punk. Et d'ailleurs, l'expérience des Daft Punk sur Fortnite est très cool. Donc il y a beaucoup de problèmes effectivement, mais il y a beaucoup de bonnes choses qui peuvent être faites grâce à Fortnite. C'est un super outil. N'hésitez pas à y jouer, c'est free to play sur beaucoup de choses. Un exemple du mode créatif, pardon? Le mode où tu dois sauver Trump. Merci. Et moi, ma recommandation de cette semaine, c'est la bande originale de Marty Suprême par Daniel Lopatin, qui est sortie le 25 décembre dernier. Mais comme pour Geoff Safdie, Oneotrix Point Never, je trouve qu'il est à un niveau assez incroyable. Cette BO tout droit sortie des années 80 avec ses nappes au synthé me hante. Et que dire des musiques préexistantes utilisées dans le film aussi. Tears for Fears, Alphaville, The Corgis, Je suis aux anges. N'oubliez pas aussi notre reco bonus, notre jeu prono sur les Césars. C'est demain, vous avez jusqu'à 20h demain pour faire vos pronos, donc faites-les s'il vous plaît. Non mais c'est juste pour s'amuser, donc voilà, faites-vous plaisir. 40 ans, c'est juste pour s'amuser. On sait tous qu'elle va devoir avoir 4 sur 24. Pardon. On sait que Maxime finira dernier de toute façon. Oksana aussi, on va lui mettre des malus. Maxime finira dernier, il dira à la radio non mais j'avais raison de toute façon. Toutes les infos donc pour retrouver ce jeu, c'est sur notre compte Instagram. Puisse le sort vous être favorable. Merci du conseil. Oui, je cite Hunger Games de façon random. C'est donc la fin de l'émission. Merci à mes pongistes, basketteurs et couturiers de la soirée. C'est trop drôle quand on fait des liens avec les films de l'émission. Remercions également la technique. Ouais, je suis en roue libre. La technique donc avec Solène, Eben et Yanis. Merci également à Lucas pour la supervision et pour les visuels de l'émission surtout. Si l'émission vous a plu, vous pouvez continuer à nous suivre sur TikTok, Facebook, Instagram et sur toutes les plateformes de podcast et YouTube pour retrouver les replays de l'émission. La semaine prochaine, c'est donc le mec juste à côté de moi, Maxime, qui sera à ma place dans une émission qui laissera une grande place au César. On verra de cette façon si tout ce qu'on vous a dit ce soir, c'était pas de la grosse connerie sur nos pronos. 2 films seront aussi au programme des débats. Is This Thing On de Bradley Cooper et Rue Malaga de Mariam Touzani. On me fait des signes en régie. Qu'y a-t-il? Et juste après, il y a la machine à son à 21h. À 21h, la machine à son. Voilà. Soyez là. À 22h, voilà. Si on me donne la moitié des infos, ça va pas marcher. En attendant, la semaine prochaine, on se quitte avec un groupe qui m'a été recommandé donc à des milliers de kilomètres d'ici, au Mexique. Le groupe en question, c'est Human Lemonade. C'est composé de 3 hommes originaires de Tijuana, donc à la frontière des US. Human Lemonade, c'est une belle découverte à mettre entre toutes les oreilles des amateurs de disco funk qui aiment se déhancher comme vous allez le ressentir avec leur titre No Silve de Na. Comme quoi, il n'y a pas que les narcotrafiquants qu'il faut bouger en ce moment au Mexique. Voilà. Tu te rapproches de Maxime, hein. Fais gaffe, hein. Blague douteuse. Faut vraiment que tu te remettes à animer parce que tu perds de ton tranchant. Blague douteuse. Même Maxime la valide pas, hein. Monsieur, mais Maxime. Il la valide pas. Oh merde, il la valide. Bonne semaine à vous. The Cinema Show, c'est tous les mercredis sur Radio Campus Montpellier et c'est encore un peu maintenant. Pensando cómo nos convertimos en algo así. Primero 2 amigos, luego desconocidos, y entre medio pasión, sexo, calor. Y han conservado una carta con un beso estampado, sin palabras vacías, tenía una fecha de expiración. El perfume desvaneció, encontré la solución. Te tengo que olvidar, no pienso regresar y un bucle emocional estás tú. No existe nadie más que ocupe mi lugar, pues eso me lo enseñaste tú. Espero que ya estés contenta, aunque no estés conmigo, si no estoy contigo, baby. La vida es así, frustrado estoy.
style.